Hop, ça marche. Donc on va parler de gestion de patrimoine et fiscalité. Si je vais trop vite ou trop lentement, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous voulez les slides, de nouveau, ils sont juste là. Et on est parti. Alors, il va y avoir 3 parties. La première partie, c'est les problématiques que j'ai, toutes les questions, les problèmes que j'ai reçus depuis 20 ans à Chicago. Donc ça fait 20 ans que je suis là, 20 ans dans la finance ici. Et donc on m'a posé pas mal de questions. Donc j'ai essayé de rassembler ces questions en différents thèmes. Deuxième partie, ça va être un peu des stratégies pour répondre à ces problèmes. Troisième partie, on va parler des impôts, déclaration des comptes en France en particulier. Alors, premier problème, c'est la performance des comptes dans les portefeuilles. Aux États-Unis, quand ils font des études sur la performance des investisseurs dans les comptes brokerage, et vous apercevez que l'investisseur moyen, pendant ces 20 dernières années, il a gagné 2,3% par an. Donc c'est pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il achète et il vend, il a peur. Aujourd'hui, la bourse baisse, il va vendre, il va acheter au mauvais moment, il va être pas conseillé correctement. Donc ça fait une grande différence par rapport à la bourse qui avait fait pendant ces 20 ans 7,7%. Donc vous aurez pu acheter la bourse, rien faire pendant 20 ans et gagner 5% de plus. Et vous aurez pu diversifier votre portefeuille 60% en bourse, 40% en obligations et gagner presque 7%. Donc ça veut dire quoi sur 20 ans? Ben, vous voyez, j'ai mis les chiffres. 100 000 $ serait devenu 157 000 $ pour l'investisseur moyen, tandis que s'il avait acheté 60-40, le portefeuille à 7%, ça aurait été 379 000. Donc sur 20 ans, c'est plus que le double. Donc faites attention à la construction de portefeuille. C'est le premier message. Deuxième message, c'est sur la retraite. L'espérance de vie en France, elle est peut-être de 82 ans. On vient aux États-Unis, on perd 2 ans parce qu'on ne mange pas aussi bien, tout ça. Mais l'espérance de vie, ça veut dire que la moitié des gens vivent au-delà de 80 ou 82 ans. Donc en fait, je suis sûr qu'il y a des statisticiens ici. Quand vous faites la probabilité jointe que l'une des deux personnes dans un couple vive pendant 30 ans à la retraite, c'est-à-dire de 65 à 95, ça va être rigolo, ça, toute la soirée. Donc probabilité jointe d'un couple aujourd'hui de 65 ans que l'un des deux vive jusqu'à 95 ans, c'est-à-dire 30 ans de retraite, elle est de 19%. Nous, on est en tendance à être en bonne santé, donc c'est plutôt du 43%. Donc en fait, la retraite va être beaucoup plus longue que ce qu'on pense. Donc ça veut dire quoi? Il faut économiser un peu plus que ce qu'on pense. Donc là, si par exemple, vous souhaitez avoir 100 000 $ par an à la retraite de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on va l'ajuster pour l'inflation. L'inflation, c'est 2 ou 3% par exemple. Donc c'est 100 000 $ l'année d'après, ça va être 103 000, après 106 000. Et que vous pensez vivre peut-être 35 ans de retraite, parce que vous avez pris votre retraite à 60 ans, vous faites l'intersection, il faudrait avoir 2,5 millions. 2,5 millions générerait peut-être 100 000 $ par an ajustés pour l'inflation. Un autre des problèmes, c'est l'inflation. Donc là, on n'en a pas eu tellement depuis 5-10 ans. Mais bon, historiquement, il y avait de l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. L'inflation, c'est le pain qui valait 72 centimes en 91 vaut 1,42 $ en 2011. L'inflation, c'est le thym qui valait 6 centimes en 68. En 2006, il vaut 39 centimes. Et aujourd'hui, 47 ou 48 par là. L'inflation, elle est terrible si vous avez des enfants et qu'il faut payer les frais universitaires. Depuis 1978, ils ont augmenté de plus de 1000%. Et ça va continuer. Si un jour vous prenez la retraite aux États-Unis, vous avez des frais de santé ici. Et vous voyez les frais médicaux, depuis 1978, ils ont augmenté de 600%. Donc il faut penser à ça quand vous commencez à planifier votre retraite ou votre vie aux États-Unis, c'est l'inflation va manger votre pouvoir d'achat. Si vous vivez aux États-Unis pour votre retraite, vous avez des gros frais de santé.
On estime aujourd'hui un couple de 65 ans va dépenser 266 000 $ pendant la retraite aux États-Unis sur les frais de santé. Rappelez-vous qu'en France, depuis quelques années, on a passé une nouvelle loi où tout retraité français a le droit d'avoir une carte vitale. Donc, vous pouvez toujours aller en France quand vous êtes retraité avec votre carte vitale, ça ne va pas coûter aussi cher. Un autre problème pour nous, c'est la volatilité du dollar. Donc si par exemple vous travaillez 20 ans ici, vous avez fait de bons portefeuilles, vous avez eu des bons bonus, etc. Mais vous rentrez en France en 2008 par exemple, 2007-2008, le dollar il était à 1,6. Et donc vous étiez peut-être habitué à 0,86, 0,9, 1, mais bon vous rentrez, pas de chance, c'est 1,6 et donc vous avez 50% de moins quand même dans votre portefeuille quand vous convertissez. Donc faites attention à ça, que l'euro et le dollar, historiquement, a varié beaucoup. Là, depuis 1973, vous voyez, il a pu être à 1,7. Au plus bas, il était à 0,7. Et donc, il y a des cycles, un peu comme ça. On n'a pas la moindre idée de comment ça va varier sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais sur 5, 10 ans, on peut avoir quand même des tendances. Ça, c'est la valeur du dollar, pareil, depuis 1973, contre toutes les devises. Donc, ce n'est pas juste l'euro, mais vous voyez, le dollar peut augmenter de 57, il peut rebaisser. Faites attention à votre répartition euro-dollar en fonction de là où vous voulez prendre vos retraites, où seront vos dépenses plus tard. Un autre problème, c'est l'imposition ici. Quand vous avez des 401K dans votre entreprise, des comptes IRA, il n'y a pas d'impôt chaque année. Mais bon, il y a des gens qui économisent à côté dans des brokerage accounts, des comptes titres. Donc vous allez chez Fidelity, chez Schwab, TD Ameritrade, vous avez votre compte et vous mettez de l'argent dedans, vous achetez des SICAV. Par exemple, là j'ai pris un cas de PIMCO. Vous voyez que la performance sur 1 an, elle était de 1%. Donc vous avez investi 100 $, à la fin de l'année vous avez 101 $. Et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? En début février, vous recevez un petit formulaire, un 10,99, qui vous dit il faut payer des impôts sur cette SICAV. Et dans ce cas-là, vous voyez que les impôts... Est-ce que la personne là, elle pourrait se mettre en muet là? Non, mais c'est pas la personne, je crois que c'est quand tu bouges en fait. C'est le seul truc qui est pas muet. Parce que tout à l'heure, on entendait un paiement. Oui, mais après, je te retirerai. Il y a des personnes d'autres qui. Donc là, vous voyez, après impôt, la performance de ce fonds est passée de 1 à moins 19% quand même. Donc en fait, il y a un gros chèque à faire en recevant ce 10,99. Donc faites attention, il faut penser à l'inflation et penser à la performance de vos investissements après impôt. J'ai même un fonds sur mon site web, il y a une newsletter qui est consacrée à ça, où le fonds était descendu, c'est un fonds Acorn qui est descendu de 6% je crois cette année-là. Donc vous n'avez pas touché, vous n'avez pas vendu, vous perdez 6% et vous recevez une facture qui a enlevé encore 9%. Donc en fait, en réel, vous avez perdu moins 15%. Donc là, c'est un cas où le fonds avait augmenté de 1%. Donc faites attention, pour avoir ces données, c'est facile, vous allez sur morningstar.com et vous cliquez, ici il y a marqué un petit truc taxe. Et donc si vous avez des fonds, vous regardez avant et après taxe. Et donc, l'un des sujets favoris des Français, c'est la défiscalisation. On aime beaucoup ça en France. On achète des produits qui ne valent pas grand-chose juste pour défiscaliser en général. Mais comment ça se passe ici? Vous avez des comptes IRA. Donc, il y a différents types d'IRA. Mais l'idée générale, c'est des Individual Retirement Accounts. Vous pouvez mettre 5 500 $ jusqu'à 50 ans ou 6 500 après par personne. Il faut travailler, il faut avoir de l'income pour pouvoir faire ça. Mais bon, si vous gagnez 5 500 $ dans l'année, vous pouvez mettre 5 500 $ dans votre IRA ou dans votre Roth IRA en fonction de vos revenus. L'avantage de ce compte, c'est que l'argent il va grandir chaque année et il n'y a pas de 10,99. Vous n'avez pas d'impôt à payer. Donc ça vous fait gagner 1, 2, 3% de plus de performance par an quand même. Autre compte, si vous avez un emploi avec une bonne société, il a peut-être des 401K ou des 403B de disponibles dans l'entreprise. Donc vous dites à votre employeur, aux ressources humaines, sur le site web, je veux déduire de mon revenu 10 000, 18 000 $, peu importe. Comme ça, cet argent va dans ce compte 401K. Et vous n'avez pas d'impôt à payer. Donc si vous payez 50% d'impôt et que vous mettez 18 000 $, il y a 9 000 $ qui vont être un gain immédiat. Donc ça, c'est bien.
Deuxième avantage de ces comptes, c'est l'argent il grandit, pas d'impôt. Le problème de ces types-là, pas de tous les IRA, mais du traditionnel IRA par exemple, et des 4-5 ans, quand vous retirez l'argent à la retraite, ben, ça va être considéré comme des revenus. Donc vous payerez des impôts sur le revenu à la retraite. Mais peut-être qu'à la retraite, vous n'allez pas payer autant d'impôts. Vous n'allez peut-être pas avoir le même revenu qu'aujourd'hui. Donc ça reste avantageux. Si on ne travaille plus à la retraite, Il y aura un minimum à sortir chaque année du 401K, le RMD, à partir de 70 ans. Donc il y aura potentiellement des revenus qui vont équivaler du 3 ou 4% par an. Mais bon, l'idée générale, c'est que les taux d'imposition à la retraite, il y a beaucoup moins d'impôts. Vous avez la sécurité sociale quand même. On peut vous donner, aujourd'hui, il y a des gens qui touchent 2 800 $ par mois quand même de sécurité sociale. Donc vous aurez des revenus, mais peut-être moins importants qu'aujourd'hui, donc taux d'imposition plus faible, et donc ça reste avantageux de faire ça. Troisième compte qui est moins utilisé, et c'est une erreur, ben ça c'est mon compte favori, c'est les HSA. Vous avez peut-être ça dans les entreprises. Depuis quelques années, les frais de santé ont augmenté énormément pour les sociétés. Ils ont souvent changé ces health insurance par des high deductible plans. Donc au lieu d'être remboursé au premier dollar, ben, il faut attendre d'avoir dépensé 5 000 $ peut-être pour être remboursé. Donc l'idée, c'est que de plus en plus de personnes qui ont ces health insurance avec des high deductible, et quand c'est high deductible, la majorité du temps, vous avez accès à ce compte-là, Health Savings Account. C'est quoi ce compte? Vous dites à votre employeur, ben, je veux mettre 6 900 $ de mon salaire sur ce compte. Avantage immédiat, vous ne payez pas d'impôt sur ces 6 900. Si vous avez 50% d'impôt, ça vous fait plus de quand même 3 450 $ d'économiser immédiatement. Ce compte-là, on peut investir dans des fonds aussi. Le gouvernement veut que vous utilisiez ce compte pour payer vos frais de santé. Moi, je vous dis, pourquoi utiliser ce compte pour des frais de santé? Gardez-le, investissez, comme ça l'argent est grandi, il n'y a pas d'impôt chaque année. C'est sympa. Mais le super avantage que n'ont pas les deux autres, c'est que ce compte-là, à la retraite, quand vous sortez l'argent, il n'y a peut-être pas d'impôt sur le revenu. Donc il y a 3 avantages fiscaux. Donc le trick, c'est il faut attendre d'être à la retraite et il faut avoir des dépenses de santé. Mais peut-être que vous n'aurez pas de dépenses de santé jusqu'à 75 ans, mais peut-être que vous en avez eu à 50 ans. Donc ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, vous allez garder tous les reçus des dépenses de santé non remboursées. Et dans 20 ans, 30 ans, vous allez sortir ces reçus et vous pourrez sortir l'argent du HSA sans payer d'impôt. On n'est pas obligé d'avoir des dépenses de santé à la retraite pour sortir l'argent sans être imposé sur le revenu. Mais même si vous n'avez jamais de dépenses de santé le reste de votre vie, ce compte, il y a quand même un avantage où ça, c'est déduit des impôts aujourd'hui et l'argent grandit sans payer d'impôts chaque année. La dépense de santé, elle n'a plus besoin d'être dans l'année fiscale pour être Non. Non, non. Donc ça veut dire qu'il faut garder tous les reçus pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie? C'est-à-dire que maintenant... Si vous ne voulez pas payer d'impôts quand vous sortez l'argent, il faut montrer qu'il y a eu des dépenses de santé. Et ça pourrait très bien être cette année, mais si je prends ma retraite dans 20 ans. Ouais. est-ce qu'il faut que les dépenses de santé soient équivalentes à ce qu'on sort ou est-ce que... Comment ça marche? Mais si vous sortez 5 000 et que vous n'avez que 3 000 de dépenses de santé, il va y avoir 2 000 qui vont être à rajouter à votre revenu, parce que c'est de l'argent qui a jamais été fiscalisé là. Ouais. Un autre compte pour éviter de payer des impôts chaque année, c'est les plans 529. En général, les personnes les utilisent pour quand il y a des enfants. Donc on peut ouvrir un compte pour chaque parent, pour chaque enfant. Donc si vous avez 3 enfants et 2 parents, ça fait 6 comptes. Vous pouvez mettre 15 000 $ par an, par compte, par parent. Donc vous pouvez mettre quand même beaucoup d'argent sur ces comptes 529. Et l'argent peut grandir sans payer d'impôts de nouveau. Par contre, quand vous sortez, pour éviter une pénalité, il faut sortir l'argent pour des frais universitaires des enfants. Et depuis quelques semaines, on peut même sortir l'argent pour des frais pour le collège ou le lycée. Ouais. Non, c'était ma question parce que je trouvais qu'il y avait une discussion. Oui, ça vient de changer. Mais bon, pourquoi mettre de l'argent cette année et le ressortir l'année prochaine? Ce qui est bien, c'est qu'on met l'argent, on attend 10 ans, on le ressort, on n'a jamais payé d'impôt pendant ces 10 ans. Donc ça, c'est un autre compte. Vous pouvez même ouvrir un compte pour quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui, qui ne va jamais aller faire des études.
Donc vous mettez l'argent dessus, il grandit, la personne décède 15 ans plus tard, à 95 ans, puisqu'on a parlé de 95 ans. L'argent, il n'a pas utilisé, donc vous pouvez récupérer l'argent, il n'aura jamais été impôt. Il n'y aura pas d'impôt, il n'y aura pas de pénalité pour récupérer cet argent. C'est quoi les conditions pour la personne sur laquelle on a le droit d'investir? C'est pas les enfants, ça peut être n'importe qui. N'importe qui du moment qui a un numéro de sécurité sociale. On ouvrir un compte pour son épouse ou vice-versa, ou c'est comment ça? Mais rappelez-vous qu'il y a quand même, quand vous sortez l'argent, si ce n'est pas pour des frais universitaires, il y a 10% de pénalité quand même. Mais bon, si vous attendez 10-15 ans, l'avantage fiscal va être meilleur que les 10% de pénalité potentiellement. C'est pour ça que j'ai pris un cas où vous l'ouvrez à quelqu'un qui est un peu plus vieux, comme ça, 10-20 ans avant, s'il décède avant vous, vous pouvez potentiellement ne pas être imposé sur cette plus-value. Et puisqu'Olivier a dit des disclosures au début pour se protéger, je ne suis pas un comptable, je ne fais pas du tax advice. C'est un séminaire éducatif pour vous répondre à vos questions sur les lois, mais je ne vous dis pas qu'il faut ouvrir ça. Je vous dis les avantages de ces comptes-là. Alors après, on va parler des actions et des obligations. Donc ça, c'est les deux grandes classes d'actifs, en dehors de l'immobilier et du cash. Donc ça, c'est un graphique depuis 1900, où il y a quelqu'un qui a investi $1 en 1900. Vous voyez que c'est une échelle logarithmique, comme ça c'est beaucoup mieux pour normaliser quand c'est les cours sur le long terme. Et vous voyez que $1, en 2009, malgré la grande crise de 2008, malgré la crise de 2001-2002, il y avait $582 ajustés pour l'inflation. C'est pour ça qu'il y a écrit real terms. Real return, ça veut dire ajusté pour l'inflation. Parce qu'en fait, si on ne corrigeait pas pour l'inflation, on aurait $20 000 peut-être aujourd'hui. Donc ça, on aimerait acheter des actions encore plus, mais c'est pas ça. Donc $500, donc c'est bien. Ça monte beaucoup les actions. Ça peut être volatile. Certains parlent de risque. Moi, je parle de volatilité. Il y a une différence entre risque et volatilité. Peut-être que le risque, et c'est pour ça que je montre ce slide, le risque, c'est pas de perdre de l'argent là, de perdre 50%. Le risque, c'est peut-être qu'à la retraite, à 80 ans, vous n'avez plus d'argent. Ça, pour moi, c'est un plus gros risque que la volatilité des actions. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est pour vous montrer que les obligations, les bonds, de 1940 à 1980-82, $5 investis en obligations, après, ajusté pour l'inflation, c'est devenu $1. Donc, vous perdez 80% de votre investissement en obligations en 40 ans. Ça, c'est du risque. Perdre autant d'argent sur le long terme. Donc faites attention, il faut savoir que quand les taux d'intérêt montent, c'était une période où les taux d'intérêt ont énormément augmenté, et les obligations, elles n'ont pas rapporté tant que ça. Et donc sur la période entière, depuis 1900, vous voyez $1 en obligations sont devenus $10 en 2009. Donc le problème des actions, c'est ça bouge, comme aujourd'hui, comme lundi, pour ceux qui suivent leurs actions Microsoft ou là où vous travaillez. Et donc, vous voyez que quand il y a des grandes crises, comme en 2001-2002, la bulle technologique ou la bulle financière ici, ça peut perdre 50% les actions. Donc les actions, ce n'est pas pour le court terme. Vous les achetez, vous attendez 10 ans et a priori, vous ne devriez pas perdre sur 10 ans. Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas la moindre idée. Donc, ça, c'est un problème. Quand vous regardez les obligations en orange, il y a des crises obligataires aussi. Mais quand il y a la dernière grande crise obligataire, c'était peut-être en 94, et vous voyez, les obligations ont perdu 5%. Donc, ce n'est pas la même échelle. Ça, c'est pour parler du concept des mutual funds aux États-Unis, qu'un investisseur moyen, entre 1983 et 2003, s'il avait investi $100 000, il a gagné 7,9% pendant cette période. Ce qui était très bien, c'était une très bonne période. Mais l'investisseur moyen, il fait des erreurs. Il achète des actions en direct, il achète et vend au mauvais moment. Et donc, s'il avait confié son argent dans des fonds, un fonds d'actions américain moyen, chez Vanguard, chez Fidelity, tous ces fonds où vous entendez parler à la télé, et les professionnels vont acheter des meilleures actions peut-être que l'investisseur moyen. Donc, les investisseurs professionnels ont gagné là 2,4% en plus, 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos $100 000 investis en 1983, au lieu d'avoir 400 000, vous auriez eu 700 000. Donc ça, c'est l'impact de 2,4%. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait,
ces fonds d'action américains, quand vous payez ces gestionnaires de SICAV, de FCP, tout ça, ils ne sont pas si forts que ça. Ils ne savent pas quelles actions il faut acheter. Et donc, ils sous-performent la bourse en moyenne. Et là, vous voyez que la bourse, pendant la même période, elle a fait 13%. Donc, vous avez payé des gens pour essayer de trouver les 50 actions du S&P 500 qui marchent bien. Mais en moyenne, ces fonds, parce qu'ils prennent quand même des frais, ils ont bien sous-performé la bourse où vous pouvez acheter, j'ai marqué là, des fonds indiciels, des ETF, des trackers. Donc, ça fait une grande différence. Là, je vous ai montré en 2 minutes comment tripler votre retraite. Vous êtes de 400 000 $, vous passez à 1,1 million juste en sachant, ben, si on avait acheté juste la bourse sans rien faire en 20 ans, ben, on aurait eu beaucoup plus. Donc ça, c'est une période très bonne, 83-2003. Mais si vous regardez de 88 à 2007, c'est pareil, il y a toujours cet écart qui est assez important entre l'investisseur moyen et la bourse. Alors, je ne vais pas tuer toute cette profession de gestionnaire non plus. Il y a des gens qui sont arrivés, qui trouvent des bonnes actions aussi. Donc, vous connaissez Warren Buffett. À côté d'ici, vous avez Jeff Bezos aussi avec son action qui a bien marché quand même. Mais là, vous voyez la bourse en vert, c'est le S&P 500. Et on vient de dire que le S&P 500 était bien. D'investir dans des index, ça a été très bien. C'est une très très bonne stratégie sur le long terme. Et entre 2000 et 2010, vous voyez, ça a fait 0. En fait, ça fait moins 1% par an. Donc c'était une très mauvaise période pour la bourse. Ça peut arriver, c'est très très rare une période comme ça. Sur 10 ans, en général, les actions gagnent. Là, sur 10 ans, les actions n'ont pas gagné, mais il y avait quand même des fonds qui ont marché. Nous, on a eu de la chance. J'étais chez UBS de 2000 à 2010. Et on nous avait proposé dans le 401K ce fonds, Royce Premier. Et vous voyez, sur 10 ans, on avait quand même gagné 9% par an. Donc ça fait une grande différence. Vous voyez, les 10 000 $ au début sont devenus presque 35 000 au lieu de 0. Donc ça, c'est un cas où vous avez 2 personnes. Une personne qui économise 10 000 $ par an pendant 30 ans. 10 fois 30, ça fait 300 000 $. Et l'autre personne qui économise la même chose, mais lui, il investit. Et donc, s'il avait investi à 8%, vous voyez qu'il y a des intérêts chaque année. Et donc, ça va se cumuler. Et donc, vous avez cet effet un peu exponentiel. Et donc, ça fait quand même 300% en plus sur 30 ans. Donc, au lieu d'avoir 300 000, vous avez 1,2 million. Donc, c'est important d'investir sur le long terme. Bon, maintenant, qui aimerait savoir comment économiser 2 fois moins et avoir 50% en plus à la retraite? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bon, je vais donner la solution. Vous avez 2 personnes. Une personne qui commence aujourd'hui, il économise 10 000 $ par an pendant 10 ans. Il a économisé 100 000. Au bout de 10 ans, il n'économise plus. Il va en France, il fait ses voyages, il ne veut plus entendre parler d'économie. Mais l'argent, il continue à augmenter. Deuxième personne, il commence 10 ans plus tard. Il va économiser 10 000 par an, mais pendant 20 ans. Donc il a économisé 2 fois plus, 200 000 $. Et comme il a commencé 10 ans plus tard, il n'a que 500 000 $ au lieu de 700 000. Donc on aurait pu avoir 50% en plus juste en économisant 2 fois moins. Il fallait juste commencer un peu plus tôt. Donc ça, c'est pour mon business, c'est ça, la procrastination, c'est ça ma compétition. C'est l'être humain, toujours au report, je vais le faire demain ou l'année prochaine. Donc voilà l'impact de toujours reporter, de ne pas faire les choses à temps. On a déjà parlé un peu de l'impact des rendements de votre portefeuille. Si vous vous rajoutez 1 ou 2%, ça fait un très gros impact. Là, on va le quantifier en termes de durée de vie du portefeuille. Donc là, c'est un cas où c'est une personne qui a 25 ans, qui a un salaire de 40 000 $ et qui va économiser 10% par an. Donc il économise. Et donc, en gris, vous voyez, il va peut-être avoir à la retraite, il arrive à 886 000 $ à 65 ans. Deuxième cas, c'est il a gagné en vert 1% en plus. Et donc, en fait, au lieu de 886 000, il a 1,1 million. Il a gagné 1% en plus, vous comprenez qu'il va avoir un petit peu plus. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'à la retraite, quand ils vont tous dépenser ces 3 cas 65 000 $ par an.
Ce qu'il faut voir, c'est que ces 65 000 $, ils permettent de la personne verte de vivre jusqu'à plus de 95 ans. Donc en fait, 1%, rappelez-vous que 1% de plus de performance par an, c'est peut-être équivalent à 12 ans de plus de durée de vie du portefeuille à la retraite. Donc faites attention chaque fois que vous payez des impôts, que vous payez un conseiller financier qui va vous voler 1% ou tous ces trucs-là, à la fin, ça a un énorme impact. Alors l'une des solutions, c'est la diversification. Là, c'est un tableau en 1994 qui montre que les actions internationales avaient gagné 7,8% en jaune. En 1994, il ne fallait pas être investi en obligations. C'est une mauvaise année pour les obligations, elles ont perdu presque 3%. Donc chaque année, vous voyez que les couleurs changent. Je n'ai pas la moindre idée quelle couleur va gagner d'une année sur l'autre. Par contre, ce que je veux vous montrer, c'est que en 2001-2002, les obligations qui avaient bien marché, 8 et 10%, donc les gens commencent à acheter beaucoup d'obligations parce qu'ils voient que ça a bien marché l'année d'avant, et l'être humain, c'est difficile d'acheter quelque chose qui ne marche pas du tout. Vous voulez toujours acheter quelque chose qui marche bien, bon, mais pas de chance, vous avez acheté les obligations et pendant 4 ans, c'était le plus mauvais choix à faire. Et puis après, vous vendez vos obligations, pas de chance, c'était la meilleure catégorie. Donc c'est souvent comme ça se répète depuis 50 ans, on voit très bien quand on analyse les flots, où va l'argent, ça va être toujours l'inverse, l'être humain se plante. Et donc l'une des solutions, c'est vous achetez un petit peu de tout. Donc dans ce cas-là, c'est un portefeuille hypothétique de 20% dans chaque couleur. Et donc vous êtes moyen chaque année. Donc c'est pas vraiment sexy quand vous allez au golf, etc. Vous n'allez pas avoir votre action qui va super bien marcher. Mais bon, l'idée c'est que même si c'est moyen chaque année, sur ces 14 ans, ça a été la deuxième meilleure portefeuille que vous aurez pu construire. Personne ne savait en 1994 que les actions mid-cap value, Orange, allaient gagner. Donc important de diversifier. Pourquoi il faut diversifier? Donc par exemple, actions et obligations, parce que là vous voyez, chaque fois que la bourse a baissé en bleu depuis 1929, donc la bourse peut baisser beaucoup, hein, en 2008, 2001, 2002, la Grande Dépression. Donc la bourse, elle peut baisser, mais si vous avez des obligations, les obligations ont tendance à amortir les chocs. Donc c'est bien d'avoir des obligations dans le portefeuille. Si vous avez 100 $ au départ et que vous perdez 50% et que vous gagnez 50%, vous avez combien après? Et oui, c'est asymétrique. Vous avez 100 $, ça passe à 50, vous remontez de 50%, ça passe qu'à 75. Donc c'est pas très sympa ça. Donc l'idée c'est que il faut essayer de ne pas descendre autant et donc amortir les chutes. Et donc les obligations sont très fortes pour ça. Donc pensez à toujours bien diversifier chaque année les portefeuilles. Et c'est pas la peine d'y toucher au portefeuille tous les mois ou regarder la télé tous les jours sur ça. Mais une fois par an, pensez à rebalancer. C'est tellement important cette idée que j'ai fait un troisième slide qui montre une personne qui investit 100 000 $ à 6% pendant 30 ans et 100 000 $ sont devenus 500 000 $. C'est très bien. Mais s'il avait coupé son portefeuille en 5 produits financiers, tous investis en moyenne à 6%, 0, 4, 6, 8, 12, en moyenne c'est 6, et vous voyez qu'au total il a 1 million. 74% en plus juste parce qu'il a diversifié. Bon, une autre erreur, c'est d'écouter donc les nouvelles et voir que la bourse baisse. Oh là là, là c'est le crash qui commence aujourd'hui, lundi. Peu importe les raisons que vous pouvez trouver, il y a toujours des raisons pour avoir peur. Ce qu'on montre ici, c'est qu'un portefeuille investi de 10 000 $ en 93, 20 ans après, il a investi dans la bourse aux États-Unis sans rien faire, vous fermez les yeux pendant 20 ans, vous aurez eu 58 000 $. Donc c'est 6 fois plus sans rien faire. Et en plus, c'est même pas cher d'acheter des produits comme ça. Maintenant, si vous aviez manqué les 10 meilleurs jours de bourse pendant ces 20 ans, donc 20 ans, c'est 5000 jours de bourse. Donc, peut-être qu'au demain, ça va être un super jour de bourse, on n'a pas la moindre idée, mais ce qu'on sait, c'est qu'historiquement, quand vous en manquez 10, vous avez 2 fois moins à la retraite. Donc, si vous commencez à acheter et à vendre, ce mois-ci, ça va pas être un bon mois, on va vendre, peu importe, c'est pas quelque chose de gagnant. Vous voyez, on perd 2 fois. On a 2 fois moins si on manque ces 10 meilleurs jours. Si on perd les 20 meilleurs jours, vous n'avez plus que 18 000 $ au lieu de 58 000 $ au début. Donc c'est pas la peine d'acheter et vendre.
Ça, c'est des choses pour générer des impôts, pour générer des commissions pour le conseiller financier. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent sur le long terme. Donc les problèmes spécifiques, c'est cette allocation d'actifs, actions, obligations, immobilier et liquidités. Il faut regarder ça chaque année. Il faut regarder pareil euro-dollar. Si vous avez tout en euros mais que vous prenez votre retraite ici, ce n'est pas forcément bon. L'euro, il a perdu peut-être 20% en 8 ans là. Après, c'est la gestion des comptes en France et aux États-Unis. Donc on va parler maintenant un peu plus de ça. Parce qu'en plus, les comptes en France, ils sont fermés ces temps-ci. Dès qu'on a un signe d'américanité. Et on va parler des déclarations fiscales. Vous avez des questions sur la première partie? Ouais. Quand vous dites que c'est mieux d'acheter et de conserver, mais qu'il faut aussi diversifier, est-ce que vous pensez que les gains qu'on a acquis en achetant en premier, on peut les investir dans des obligations, par exemple? Si on a acheté beaucoup d'actions, c'est ça l'idée, c'est qu'il ne faut pas avoir 100% en actions, peut-être pas avoir 100% en obligations, et se dire que peut-être que pour vous, vous voulez avoir 70% en actions, mais si vous étiez 70% en actions en 2009, par exemple, que vous n'avez pas touché votre portefeuille depuis 2009, malgré les quelques derniers jours qui sont volatiles, depuis mars 2009, la bourse américaine a fait du 360% peut-être avec les dividendes, donc c'est quand même plus que x4. Donc votre partie action, elle est plus du tout à 70%, maintenant elle est peut-être à 90%. Donc si vous ne rebalancez pas, vous allez avoir trop d'actions. Donc c'est ça qu'il faut regarder chaque année, votre proportion action-obligation, et est-ce que ça correspond à vos objectifs. Mais est-ce que vous pensez que par exemple, si quelqu'un part d'un portefeuille à 100% d'actions, il devrait apporter plus de cash pour acheter des obligations, ou il devrait vendre un peu d'actions pour balancer? Et ça dépend de chacun. Si le portefeuille, il y a 10 000 $ qui est 100% action et il y a 1 million en cash, c'est pas forcément équilibré. Donc ça c'est au cas par cas. Mais bon, l'idée générale, c'est d'avoir du cash pour pouvoir vivre sur 6 ou 12 mois si on perd son boulot, ou pour acheter sa maison, acheter sa voiture, tout ce que vous avez besoin pendant quelques années, vous le gardez en cash, en gros. Et après, pour la partie retraite, eh bien, vous diversifiez actions-obligations, sachant que quand on est jeune, on pourrait avoir 90-95% en actions. Et à la retraite, peut-être 30-40% en actions. L'idée, c'est qu'on diminue la partie action jusqu'à la retraite, puisqu'on a de moins en moins de temps pour récupérer s'il y a un crash. Mais ça, donc, c'est une des questions les plus importantes, actions-obligations. Mais au niveau théorique, notre industrie, elle est très mauvaise. Donc moi, je suis ingénieur de formation. Il y avait des 0, des 1. C'était assez... il y a des réponses sûres de temps en temps. En finance, cette question, combien il faut d'actions à la retraite, tous ces produits financiers qui sont créés pour ça, les réponses sont entre 20 et 60% en gros. Donc voilà à peu près la marge d'erreur qu'on a. Je peux vous dire d'acheter 20, 30, 40, 50, 60 et je trouve des théories qui expliquent pourquoi c'est bon. Donc tout ça, il y a des idées générales, il y a des idées, il ne faut pas essayer de diminuer les impôts, épargner assez, diversifier, mais après, au niveau précisément combien il faut avoir, ça dépend de combien vous êtes prêt à perdre pendant des crises, mais il n'y a pas de réponse vraie ou fausse à plus ou moins 20%. Alors, sur la fiscalité, il faut d'abord déterminer si vous êtes résident fiscaux ici. Donc, a priori, vous habitez ici, mais l'idée, c'est que si vous vivez aux États-Unis plus de 183 jours sur une année, bon, a priori, vous êtes résident fiscal ici. Si vous avez passé 120 jours par an pendant 3 ans, vous êtes résident fiscal ici. Donc, il y a une théorie, une règle qui s'appelle le Substantial Presence Test. Donc, ça, vous additionnez les nombres de jours l'année d'avant, vous rajoutez un tiers de nombre de jours de l'année d'avant, plus un sixième de l'année d'avant, et en gros, faites la somme, si c'est plus que 180... A priori, vous n'êtes pas dans ces cas-là. Deuxième cas, c'est vous avez une carte verte, donc vous êtes automatiquement résident fiscal aux États-Unis. Troisième cas, vous avez la citoyenneté, vous êtes aussi automatiquement résident fiscal aux États-Unis. Donc je suppose que 99% des personnes ici sont résidents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes soumis à ces lois FATCA qui ne sont pas forcément sympathiques. Donc ça veut dire quoi? Quand vous êtes résident, vous avez une imposition sur vos revenus mondiaux. Donc vous avez des intérêts, des dividendes, des loyers, des ventes immobilières, tout ça, il faut le dire aux États-Unis avec une imposition potentiellement ici.
Vu que vous habitez aux États-Unis, que vous êtes résident fiscal aux États-Unis, la banque en France va peut-être pas forcément aimer ça. Et donc, vous allez recevoir un courrier comme quoi votre compte en banque est fermé. Donc, ça arrive à beaucoup de Français, c'est arrivé à moi, c'est arrivé à ma sœur qui habite à San Francisco. Donc, c'est un gros problème. Les banques françaises ne veulent plus avoir affaire avec les Français qui ont des signes d'américanité. Vous avez un téléphone aux États-Unis, c'est mal vu. Vous avez une maison aux États-Unis, c'est mal vu. Alors, si vous avez une carte verte ou citoyenneté, là, c'est le pire. Et donc après, vous avez des droits de donation, succession, en France et ici. Il y a une notion de domicile contre une notion de tax residency. C'est-à-dire que si, par exemple, là, vous m'avez dit que certains avaient une carte verte. Peut-être que vous avez une carte verte, que vous vivez ici depuis 30 ans, mais peut-être que votre domicile, le tax domicile, vous pouvez peut-être démontrer qu'il est en France. Et pourquoi c'est avantageux de faire ça? C'est qu'au moment de la succession, les actifs en France ne vont pas être soumis à la succession aux États-Unis. Ça, c'est pour les cartes vertes qui ont une taxe domicile en dehors des États-Unis. Si vous êtes citoyen américain, dans tous les cas, vous allez être soumis aux droits de succession mondiaux, et en plus en France aussi. Donc si ça ne vous plaît pas tout ce que je vous raconte, ben, vous abandonnez votre carte verte ou votre citoyenneté, il y en a de plus en plus qui font ça, et vous allez peut-être être soumis à l'exit tax, où on va regarder le premier jour où vous êtes arrivé aux États-Unis avant de créer votre boulangerie, vous aviez 10 $. Vous partez, vous avez 10 millions, et pour les États-Unis, ils vont se dire, ah bah attendez, vous avez gagné beaucoup, on va peut-être vous prendre 20% de tout ça. Donc ça s'appelle l'exit tax. Et comme ça rapporte pas mal d'argent au gouvernement américain, ben, on a fait ça en France aussi. Depuis 6 ou 7 ans, on a une exit tax en France. Donc quand vous avez quitté la France, je suis sûr que vous avez tous déclaré vos actifs avant de partir et potentiellement payer cette exit tax au gouvernement français. Je ne vois pas bien l'histoire de la fermeture des comptes en France. Les banques en France disent « Ah, vous habitez aux États-Unis maintenant, on ferme votre compte, on ne veut pas travailler avec vous. » Il y a beaucoup de banques en ligne maintenant il y a un checkbox quand on essaie d'ouvrir un compte, ils disent est-ce que vous avez des indices d'américanité et ils ne laissent pas ouvrir des comptes, c'est le cas. Mais il y a des banques qui ne ferment pas les comptes. Exactement, il y en a encore qui vous acceptent. Comment? La BNP. Donc j'ai entendu parler que la BNP ne ferme pas les comptes. Bon, moi, j'étais chez Cortal qui appartenait à la BNP, on m'a fermé mon compte il y a peut-être 5 ou 10 ans, avec une adresse ici. Quand je vais à la BNP à Toulouse pour ouvrir un compte, ils me disent non, on ne peut pas vous ouvrir, vous habitez aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ont pu garder leur compte à la BNP, donc ça dépend. La loi n'a pas autorisé par au moins un compte. Donc il y a un droit au compte en France, donc quand on vous vire, ce que vous pouvez faire, c'est menacer le directeur d'agence en disant « je vais me plaindre auprès de la Banque de France ». Donc vous écrivez à la Banque de France et la Banque de France va taper sur votre banquier et va l'obliger à vous ouvrir un compte chèque. Donc en étant français, tout Français a le droit d'avoir un compte en France. Mais il faut passer par la Banque de France. Et donc c'est quelque chose qui marche bien. Juste ça prend un petit peu de temps, mais là, quand la banque vous dit j'ai pas le droit de vous ouvrir un compte ou j'ai pas le droit de vous garder, c'est pas dans les lois françaises. Ils peuvent très bien vous garder, c'est juste qu'ils veulent pas avoir à faire ces déclarations au gouvernement américain. Pour la notion de domicile et tax residency, par rapport à une green card en fait, est-ce que vous pourriez détailler? Je ne comprends pas vraiment comment on peut... Donc ça, il faut faire avec un avocat et l'idée, c'est de faire un papier en disant ben, « moi, j'adore la France, j'ai mes maisons en France, j'ai mes enfants en France, je vote en France, je vais à l'église en France, à long terme, je veux rentrer en France, j'ai mes actifs en France. » Et en gros, on peut démontrer que le tax domicile, il est vraiment en France, même si vous habitez ici, potentiellement. Et donc il y a des avocats qui s'amusent à faire ça. Comme ça, les droits de succession pour les actifs en France ne vont peut-être pas être imposés ici. Les droits de succession aux États-Unis, c'est pas. Il y a une énorme exemption de 5 millions de dollars, je crois. Voilà, donc c'était 5 millions et ça a doublé depuis quelques semaines. Maintenant, on a 10 millions pour une personne, donc un couple, on peut même passer 20 millions. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est vraiment intéressant de se poser la question du droit de la notion de domicile tant qu'on n'hérite pas de plus que 10 millions de dollars. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est des règles qui changent d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, on est à 10 millions, je ne sais pas. Et après, quand vous héritez de votre épouse, si vous avez la citoyenneté américaine, donc si par exemple, je me marie et ma femme a 1 milliard de dollars, et moi je suis carte verte, et si elle décède, mais le milliard, il est imposé à 40% quand même, ici. C'est le droit de succession. Donc c'est pas bon. Par contre, si je deviens américain, 0. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'impôt de succession de l'État de Washington, voilà. qui commence dès 2 millions de dollars.
Voilà, et dans l'Illinois, par exemple, c'est 2 millions aussi. Donc, il y a ça, on parlait du fédéral. Donc, c'est vrai, au fédéral, vous avez de la marge, mais au niveau de l'État, c'est plus faible. Excusez-moi, la FATCA, ça a commencé quand? Est-ce que c'est Peut-être 2010. Parce que moi, ma banque, la BNP, ils m'ont seulement contacté l'année dernière. Parce que l'échange automatique d'informations, donc vous auriez dû déclarer les comptes depuis des années, mais l'échange automatique d'informations, c'est que depuis l'année dernière. Et donc, c'est pour ça que depuis quelques mois, vous recevez des petites W9, etc. Donc, on ne pourra plus cacher l'argent aussi facilement. Ce que vous pouvez cacher, c'est votre château en France. Si vous avez Versailles, par exemple, ça, c'est pas à déclarer aux États-Unis. Par contre, si Versailles vous génère des revenus, il faut déclarer les revenus. Pour les assurances vie également? Ouais. Mais je vais parler donc de ça. Ça veut dire quoi, les règles FATCA? Tous les comptes hors États-Unis, à votre nom, ou si vous avez procuration, si la somme totale de ces comptes, un jour dans l'année, est au-dessus de 10 000 $, alors il faut remplir cette déclaration pour tous les comptes. Ça s'appelait la TDF 9022 avant, ça s'appelle le FinCEN maintenant. Il fallait la faire avant le 30 juin, maintenant c'est avant le mi-avril. Et ça, c'est une déclaration à faire auprès du Department of Treasury. Donc, ce n'est pas l'IRS. Mais comment est-ce qu'ils peuvent vérifier ça? Parce que la banque en France, par exemple, elle répertorie le montant de ses comptes peut-être au 31 décembre de l'année, donc elle ne va pas tous les jours de l'année voir quel est le montant du revenu qui va être répertorié. Donc, ils peuvent pas, le département du revenu américain, il ne va pas voir quel est le montant parce qu'il ne le connaît pas, quoi. C'est uniquement basé sur des informations de la Banque française. Oui, moi je vous explique juste mon interprétation de la loi, où je suis après. La loi dit que si vous avez 10 000 $ dans l'année, il faudrait l'avoir déclaré. Mais après, bon, si vous avez 100 000, vous savez que vous êtes là. Si vous êtes à 8 000 €, 9 000 € par là, vous vous en doutez que peut-être vous êtes passé au-dessus de 10 000 $ un jour de l'année. Après, comment ils vont le vérifier, je ne sais pas, mais bon. Ils peuvent très bien demander à la banque quelle était la valeur au 1er janvier, au 31 décembre, s'apercevoir qu'il y avait 9 000 € tout le temps. Et c'est pas forcément ça qu'ils vont chercher aussi. Bon, quand vous êtes près de 10 000 $, je suis pas sûr jusqu'à quel point ils vont chercher tous les gens qui ont 10 000 $ et 10 000 et 1 $ ou 9 000 $. Oui, par rapport au compte en Suisse, est-ce que c'est soumis à un même... Donc, je répète, si la somme de tous les comptes hors États-Unis à votre nom, ou là où vous avez procuration, la somme est au-dessus de 10 000 un jour dans l'année, vous devez déclarer tous ces comptes. Il n'y a pas de pays qui ne sont pas tenus de déclarer. J'étais en Suisse il y a quelques semaines, le banquier suisse était en train de préparer la liste de tous les clients qu'il avait américains, comme ça il pouvait dire ça. Et j'ai passé 10 ans chez UBS, bon, moi j'achetais des sociétés, on gérait une SICAV, donc ce n'était pas mon expertise, mais le groupe qui s'occupait de faire de la banque privée, ils avaient caché 4000 comptes d'Américains en Suisse, ils ont donné le nom de ces 4000 Américains et ils ont payé $1 milliard quand même de pénalité. Donc déjà en 2009, les comptes en Suisse, le secret bancaire suisse ne marche plus autant qu'avant. Hein. Par rapport au pilier B et au compte épargne retraite en Suisse, est-ce que c'est aussi déclarable? Ça va être un peu trop précis pour moi. L'idée générale, c'est s'il y a des comptes que vous avez accès, pour moi, c'est à déclarer. Rappelez-vous que Si tout est enregistré ce que vous dites là. Pas donné à l'IRS, mais c'est enregistré, ça vient. Et donc, il faut que ça soit... Si vous avez moins de... On voit pas votre visage, mais on pourra la voir. Comment? Et rappelez-vous aussi que si les gens... Je vous ai coupé parce qu'il y avait un gars UBS qui avait caché donc, des comptes en Suisse. Il savait qu'il ne fallait pas faire ça, mais il était payé sur combien d'actifs il avait. Donc, il avait tous ses clients qui étaient en Suisse. Il est allé voir l'IRS, il a dit j'ai tous ces clients avec de l'argent en Suisse. Donc c'est un peu comme ça que c'est parti toute l'histoire. Donc lui, il est parti en prison quand même, au moins 1 an, puisqu'il n'avait jamais déclaré ses comptes, il était censé le faire. Mais par contre, l'IRS a pu avoir accès à tous ses comptes. Et donc l'IRS leur est tombé dessus. Ils ont peut-être récolté 300 millions de dollars de pénalité. Et aux États-Unis, c'est quoi la règle? Quand on dit que quelqu'un n'a pas payé ou dès qu'on arrive à faire récupérer de l'argent au gouvernement américain, ils nous rendent 30%. Donc le gars, il était en prison 1 an, mais il est sorti avec 100 millions.
Donc même si vous n'avez pas de photo, faites attention à la personne qui est à votre droite ou votre gauche. Excusez-moi, Oui, pardon. vous déclarez seulement si vous avez plus de 10 000. Donc je répète, c'est pour ça que je vais lentement de temps en temps, j'ai tendance à parler trop vite. Je veux que ça soit précis. Et oui, je répète, quand la somme c'est vous additionnez tous ces comptes hors États-Unis, quand ces comptes sont à votre nom ou avec des procurations, est au-delà de 10 000 $. C'est ça la règle. Donc si vous avez 2 comptes de 6 000, non, il faut déclarer ces 2 comptes de 6 000. Donc ça, c'est la première déclaration, très facile à faire. Vous mettez juste le nom de la banque, la valeur, l'adresse, vous le faites chaque année électroniquement. Et ça vous coûte 0. Hein. Donc c'est facile. Bon, le comptable vous fera peut-être payer, mais bon, ça c'est très facile. Deuxième règle pour ces comptes hors États-Unis, c'est les règles plutôt FATCA qui est avec l'IRS, donc le Department of Revenues, et c'est la déclaration 8938. Facile à remplir aussi, adresse de la banque, etc., montant. Et là, par contre, le seuil, il est à 50 000 $. Et si vous vous mariez, vous pouvez même passer à 100 000. Qu'est-ce qu'on dit que le seuil? Le seuil de déclenchement pour être soumis à cette déclaration-là. Alors comment c'est pour ma partie? Est-ce que vous avez plus de 10 000 $? Oui, donc vous faites ça. Est-ce que vous avez plus de 50 000 $? Oui, bon, ben vous faites aussi ça là. C'est 2 départements différents. Il faut les faire avant mi-avril. C'est 2 formes différentes. Celle-là, vous le faites en ligne. Celle-là, quand vous remplissez la 1040 et quand votre comptable vous fait votre déclaration, vous rajoutez cette déclaration pour ces comptes. Et une autre question, parce que moi je sais quand je cherchais à remplir ça, c'est le taux de change. Parce que sur une année, le taux de change peut varier. Quel taux de change prend-on? Vous voyez avec votre comptable, à mon avis, on peut prendre un taux de change moyen ou le taux de change à la fin de l'année. Dans tous les cas, ce n'est pas de l'imposition, c'est juste, je déclare ça. Donc le taux de change, il affecte si vous êtes autour de 50 000 $, mais si vous ne savez pas, juste déclarez-le, ça ne coûte rien de le déclarer. Qu'est-ce qui se passe si beaucoup sont... Je vais cacher les caméras. Donc oui, Paul, qu'est-ce que tu veux? Donc si tu ne fais pas, je vais en parler après, des pénalités. Non, qu'est-ce qui se passe si on s'aperçoit qu'on n'a pas déclaré depuis quelques années et qu'on déclare? C'est le slide d'après. Mais avant de vraiment noyer tout le monde dans la dépression, la dernière chose à faire qui est souvent oubliée, c'est les PFIC, les Passive Foreign Investment Corporation. Les PFIC, c'est tout ce qui est SICAV, FCP, ETF, tous vos produits d'investissement en France que vous avez dans vos comptes titres ou dans vos assurances vie, les unités de compte. Là, c'est considéré des PFIC. Donc déjà, votre comptable ici ne va pas forcément comprendre le mot PFIC. Vous lui dites, mais si, faites la déclaration 86-21. Il va la regarder 5 minutes et il va vous dire, je ne veux pas faire. Mais bon, l'idée, c'est que si vous avez des investissements hors États-Unis dans des fonds, vous devez faire cette 86-21 et celle-là, elle est complexe. Parce qu'il faut en faire une sur chaque ligne du portefeuille. Donc en France, vous étiez amusé à avoir 20 SICAV, France moyenne, France petite, Europe, etc. Donc vous le remplissez une pour chaque fonds. L'IRS, officiellement, parle de 25 heures de travail pour remplir en moyenne pour remplir ces déclarations. Vous avez différents types d'élections. Vous pouvez la remplir comme ça, ou ceci, ou cela, mais en règle générale, moi, les comptables avec qui je travaille, ils font le mark to market comme déclaration. Donc l'idée du mark to market, c'est vous avez la SICAV A qui avait 100 € au 1er janvier. Elle avait 90 € au 31 décembre. Vous n'aviez pas touché à la SICAV A. Vous convertissez ces montants en dollars. Et donc, vous aviez peut-être 110 $ qui sont devenus 120 $ à la fin de l'année. Parce que le taux de change a bougé. Et donc, point de vue États-Unis, ils vont vous dire, mais attendez, vous avez gagné 10 $. Vous avez une plus-value latente. Et cette plus-value latente, elle est à rajouter sur vos revenus. Donc, vous allez peut-être payer 50% d'impôts sur quelque chose où vous avez perdu de l'argent en euros. Aux États-Unis, quand vous gagnez de l'argent, quand vous vendez, vous payez que 20% en euros sur les plus-values. Mais ça, ce n'est pas une plus-value, elle est latente, vous n'avez jamais vendu encore. Donc, l'idée générale de ces PFIC, c'est que c'est une imposition extrêmement punitive, qui vous coûte cher en frais d'avocat ou en frais de comptable, qui va vous prendre du temps, qu'il faut remonter en arrière quand vous ne l'avez pas fait. Donc, ce n'est pas forcément avantageux au niveau fiscal d'investir en dehors des États-Unis. Ils ne veulent pas que vous investissiez en gros en dehors des États-Unis. Donc ça, c'est les 3 types de déclarations classiques pour les comptes hors États-Unis.
Donc pour répondre à Paul sur les pénalités, donc ça il faut regarder un peu sur internet, tout ça. Ben bon, il y a déjà, on parle de 10 000 $ par compte, on parle de jusqu'à 100 000 $, on parle de 50% de la valeur. Il y a des gens qui sont allés en prison pour pas avoir respecté FBAR. C'est vrai, j'ai discuté déjà avec un avocat où son client venait de sortir de prison quand même. Donc ça c'est appliqué. Et j'ai même trouvé un cas quand vous allez sur ce site web. Ça envoie vers un site d'un avocat. Il y avait un cas où la personne, elle avait oublié de déclarer son compte, elle a voulu se régulariser pour éviter, c'est du pénal, donc pour éviter tous ces problèmes. Et la personne, là, elle a perdu 150% de la valeur de son compte. Donc c'était 1 million, en gros, et puis en gros la pénalité est 1,5 million. Je ne sais pas comment il a fait parce que j'ai jamais vu ça, mais bon, ça peut arriver. Donc si vous oubliez, ça peut vous coûter très cher. FATCA, c'est 50 000 $ aussi. Bon. Donc, il y a de grosses pénalités. Voilà. Et puis maintenant, il y a des échanges automatiques d'informations. Donc, n'oubliez pas de le faire. Sachant que si vous, tout d'un coup, vous le faites cette année, ils vont se dire, mais l'année dernière, c'était où? Et moi, j'ai vu un cas à Chicago d'une retraitée qui a déclaré tout d'un coup, c'était il y a 5 ou 6 ans. Donc, le comptable avait oublié de faire ça. Tout d'un coup, le comptable déclare le compte, 100 000 €. C'est pas énorme, hein, c'est juste au-dessus des limites. Et quelques mois après, il y a quand même un agent de l'IRS qui est venu chez cette personne, a passé pas mal d'heures, donc pour faire un audit. Donc revenu 3 mois plus tard, et la pénalité a été de 26 000 $ sur 100 000 €. Sachant qu'en plus, il fallait payer pas mal de milliers de dollars pour le comptable, pour rectifier, etc. Donc ça, c'était il y a 5 ou 6 ans. Donc faites attention, la pénalité est très importante. Donc si vous n'aimez pas la prison ou des choses comme ça, ben, il y a des régularisations, des procédures. Donc vous en avez 2. Avant, il y en avait plus ou moins une 3e qui était juste tout d'un coup, vous déclarez votre compte. Ça s'appelait un quiet disclosure, mais ça ne marche plus tellement, j'ai l'impression. Donc en fait, le gouvernement vous dit, ben, écoutez, vous avez 2 procédures pour régulariser. La procédure qui est souvent utilisée, ça s'appelle le streamline. Parce que ça coûte moins cher. Vous allez voir votre comptable, il s'y connaît peut-être, il va rectifier les 6 dernières années, refaire vos déclarations d'impôts des dernières années aussi. Il va avoir une pénalité peut-être de 5% de la valeur la plus élevée du compte, donc pas de bol. On était en 2007, votre compte il était là, en 2008 il était là, mais bon, point de vue Amérique, États-Unis, ils vont regarder la valeur la plus élevée du compte. Et donc vous allez avoir une pénalité, peut-être 5%. Et donc vous faites un chèque et puis vous croisez les doigts qu'ils ne viennent pas vous taper dessus parce qu'en gros, ils vous disent pas que c'est bon ou c'est pas bon. Donc ça, c'est la procédure streamline qui peut marcher mais qui peut ne pas marcher. Donc les gens, ils ont tendance à essayer ça. Si vous voulez faire un chèque et être sûr que c'est fini, que vous n'allez pas avoir de problème, vous passez par l'OVDP. Donc l'OVDP, il faut embaucher un avocat fiscaliste en général, qui va peut-être lui embaucher un comptable. Donc ne le faites pas tout seul, c'est du marchandage de tamis potentiellement avec l'IRS. C'est pas des procédures faciles. Et puis là, par contre, les pénalités peuvent être beaucoup plus élevées. Vous voyez sur ces comptes-là. Et donc forcément, les gens vont peut-être prendre la streamline parce que les pénalités sont plus faibles. Donc ça dépend un peu. Est-ce que vous voulez être cow-boy et prendre un peu plus de risques ou c'est un peu comme ça, quoi, les discussions que j'ai avec des avocats fiscalistes. Donc encore une question pour Paul. Ouais. Pour la streamline procedure, en fait, on paye moins de pénalités, mais c'est jamais fini, il n'y a pas de période de... Je ne crois pas qu'on reçoit un papier comme quoi votre dossier est clos. Vous envoyez un... Après, il y a 5 ans, enfin, il y a un maximum de 5 ans pour les... Il y a un maximum de 5 ans. Oui, mais s'ils démontrent qu'il y a fraude, il y a des règles qui ne s'appliquent pas aux États-Unis, où déjà, si on trouve qu'il y a une fraude, déjà, ça double les pénalités. Mais le streamline, vous voyez, si vous dites, écoutez, je viens d'arriver il y a 2 ans aux États-Unis, moi j'ai le bac, je gagne 30 000 $ par an, j'étais pas au courant qu'il fallait déclarer ses comptes. Bon, mais peut-être que le streamline va être conseillé. Vous êtes français, vous habitez toute votre vie en France, vous parlez pas anglais, vous n'êtes jamais sorti de France, mais votre mère est américaine et vous avez eu un passeport américain le jour de votre naissance en France. Ça fait 50 ans que vous êtes en France, vous n'avez jamais déclaré vos comptes, mais vous auriez dû. Donc ça va être une streamline. Donc l'idée de la streamline, c'est pour les gens où non-willful conduct, ou
vous n'étiez pas forcément au courant. Donc voilà. Bon, maintenant, si vous allez voir un comptable qui est bon là-dedans, vous lui dites oui, ben, j'ai fait des études supérieures, j'ai 500 000 euros en France, ça fait 10 ans que je suis ici. Il ne va pas forcément prendre le cas, il va vous dire directement bon, on va faire au VDP, ça va vous coûter très cher en frais d'avocat, plus les frais de comptable pour rectifier tout ça, plus à la fin, s'il vous reste quelque chose, parce que c'est pas sûr qu'il vous reste quelque chose, il y a les pénalités. Paul n'est plus aussi content. Non, il est déprimé. C'est le... Ouais, donc... Mais, ouais. Enfin, donc ça, c'est les pénalités. Si vous voulez voir les déclarations, avoir les règles IRS, tout ça, j'ai fait ce blog que je mets à jour un peu chaque année. Et là, vous allez voir les déclarations à faire ici, quelques déclarations à faire en France. Donc, je vais plus en détail dans tout ce que je viens de parler. Si vous voulez des informations plus mises à jour, presque tous les jours, je publie quelque chose, soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur LinkedIn. Et sur le blog, pardon, c'est plutôt les graphiques d'investissement. Et ta newsletter. Et la newsletter qui est dans la partie newsletter, pas blog et newsletter. Donc ça, c'est quand j'ai le temps, je fais des newsletters. Mais bon, pour la partie fiscalité, allez voir ça. Et de nouveau, c'est pas tax advice, je suis pas comptable, c'est juste ça fait 20 ans que je suis là. J'étais président d'une UFE pendant 10 ans et donc toutes ces questions, on les a abordées très souvent à Chicago. Les déclarations fiscales ici, il faut les garder combien de temps ou les audits peuvent aller jusqu'à combien de temps en arrière ou comme ça? Je sais pas, mais je crois que c'est au moins 5-6 ans, ils peuvent retourner en arrière. Donc si là, ils sont peut-être au courant de votre compte 2017 en France, c'est possible que jusqu'en 2022, ils peuvent vous dire, écoutez, en 2017, vous n'avez pas déclaré ce compte-là. Ça, il faut voir avec le comptable un peu précis, mais oui, il y a un délai de prescription. Mais quand il y a fraude, là, je crois que c'est illimité. J'ai une question par rapport au domicile. Si, bon, pour l'instant, je suis résidente. Carte verte. Non, américaine. Donc vous êtes toujours domicilié aux États-Unis. Où que vous voyez, où que vous vivez, vous êtes domicilié aux États-Unis, il y a toujours des impôts ici. Même si j'achète une maison en France et que j'y passe 5 mois et demi. Vous pouvez habiter sur la Lune, acheter une maison en France, vous avez le passeport américain, il faut faire les déclarations chaque année ici sur vos comptes dans le monde entier et dans l'univers. C'est ça l'idée générale. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui abandonnent ce passeport. C'est exponentiel depuis quelques années, j'en ai ras-le-bol. C'est difficile, quand vous êtes américain, vous allez travailler en Europe, vous allez travailler en Suisse, et la banque suisse ne va pas vous ouvrir un compte chèque, et donc vous ne pouvez même pas peut-être être payé en Suisse. Donc ça peut être problématique, oui, ce passeport. Au niveau de l'immobilier en France, est-ce qu'il y a des choses à déclarer? Si jamais, imaginons que moi je suis aux États-Unis, et un jour j'achète une maison en France, qu'est-ce que j'ai besoin de faire Si vous achetez une maison à votre nom en France, tout ça, c'est très possible qu'il n'y a rien à faire. Si vous commencez à la louer, à avoir des revenus, là, il faut déclarer les revenus ici aussi, en France et ici. Si vous faites une SCI, en France c'est très classique, les parents font SCI, vous faites une SCI avec votre sœur, peu importe, là, il y a des déclarations à faire ici. Je ne connais plus le numéro, c'est peut-être 54 71 ou 88 38, c'est sur ce site-là. Et donc, en fonction de comment est la structure de la société qui tient cet immobilier, il y a différents types de déclarations. Mais oui, il faut déclarer si ça fait partie d'une structure. Et au moment de vente d'immobilier en France, par exemple, il faut aussi le déclarer ici? Oui, donc vous pouvez payer 0 en France, vous pouvez payer des impôts en France. L'idée générale, donc il y a un traité. Donc, si vous voulez vraiment rentrer dans les détails là-dessus, vous allez voir le traité franco-américain. L'idée du traité, c'est quand vous payez des impôts en France, vous n'allez pas forcément les repayer ici. Vous avez un crédit d'impôt. Mis à part que, par exemple, la CSG-CRDS, vous allez payer en France 15,5% de CSG-CRDS quand vous allez vendre cet immobilier. En plus, ça vient d'augmenter. Mais aux États-Unis, ce n'est pas considéré comme un impôt. Donc, vous allez repayer des impôts ici. Donc, ça va dépendre de quel type d'impôt vous avez payé. Et après, pour l'immobilier en France, quand vous héritez le bien immobilier, vous allez payer sur la plus-value depuis le jour de l'héritage. Donc, vous convertissez en dollars et vous payez en France et ici. Par contre, si c'est une donation d'immobilier, l'impôt sur la plus-value va être calculé sur la vente, prix de vente aujourd'hui, en dollars.
Mais le tax basis va être le jour d'acquisition de la maison, peut-être il y a 50 ans, pas le jour où vous l'avez reçue. Donc ça, c'est très méchant, je trouve. Donc j'avais un cas avec une cliente allemande qui est là depuis quelques années, qui a eu sa carte verte. Elle a hérité de la maison de son père, qui a été, comme les Français, je suppose, on aime bien dévaloriser le prix du bien pour payer moins de droits de succession. Donc bottom line, c'était 500 000 € cette maison. Elle décide de la vendre. En Allemagne, il n'y avait pas de plus-value, elle avait eu depuis plus de 10 ans. Mais par contre, elle a une carte verte. Et donc, carte verte, ça veut dire quoi? Ça veut dire imposition sur les revenus mondiaux, tout ça. Et donc, vu que le prix, c'était peut-être 1,5 million d'euros, il y avait 1 million de plus-value, à 20%, c'était un chèque de 200 000 $ juste à cause de la carte verte. Vous créez une société en France, vous venez ici, vous la revendez à 20 millions, mais vous avez une carte verte depuis quelques mois, les 20 millions vont peut-être être imposés ici parce que vous avez tout d'un coup ce revenu. Et donc, là, ça peut être 5-10 millions de pénalités juste parce que vous avez la carte verte. Et ça, j'ai vu ce cas-là. Hein. J'ai vu ce cas-là, quelqu'un qui vient d'avoir une carte verte et qui a dû payer après la vente d'une société. Donc, il y a de gros impacts fiscaux dès qu'on a la carte verte ou la citoyenneté. Au niveau de la citoyenneté, justement, si on décide de rentrer en France, la citoyenneté américaine, on la conserve à vie, c'est ça. Et au niveau fiscal, comment ça se passe? On est toujours imposé à vie aux États-Unis? Oui. Ouais. Tu peux rendre le passeport. Hein. Tu peux la dropper la nationalité si tu veux. Ok. Donc ça, ça s'appelle relinquishing le US citizenship, c'est possible. Il y en a de plus en plus qui font ça, donc il y a des frais administratifs, mais il y a potentiellement cette exit tax qui est calculée pas le jour où vous avez eu la carte verte, mais le jour où vous êtes arrivé aux États-Unis. Mais tu perds ton 400. Non, non, pas forcément. Donc 401 ans, on peut l'avoir. La retraite, si on a une retraite américaine, on la retraite? Je sais pas. Si vous, êtes, vous avez cotisé quand même toute votre vie. Je pense que vous pouvez la garder parce qu'il y a des gens qui ont des visas, qui ont cette retraite. On n'est pas obligé d'être américain pour toucher la sécurité sociale. Donc, à mon avis, je sais pas. C'est possible que vous avez le droit de toucher cette sécurité sociale. Sachant qu'aux États-Unis, on peut toucher le maximum si vous aviez gagné en gros plus de 100 000 $ toute votre vie. Peut-être que vous allez toucher 2800. Ça, c'est le maximum ici, 2008 ou 2009. En France, c'est 2 fois moins. Et en moyenne aux États-Unis, je pense que la sécurité sociale est dans les 1200 $ par mois. Et ça, c'est pas forcément, dans 20 ou 30 ans, ça sera pas forcément ces montants-là, puisque la sécurité sociale n'est un système qui n'a pas, il n'y a pas eu assez d'argent, donc on ne pourra pas payer ce qu'on a prévu de payer. Donc il y aura des ajustements qui vont se passer à un moment. Pour ça, c'est comme Medicare. Medicare est un système qui est avec des trilliards et des trilliards de dollars unfunded, et donc on pourra pas, les gens ne pourront pas bénéficier des mêmes avantages aujourd'hui dans 10, 20, 30 ans. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi le slide des frais de santé, c'est que ça coûte cher ici, beaucoup plus qu'en France, et donc il faut penser très tôt à économiser pour l'université, pour la santé, pour la retraite qui va être plus longue. Donc oui, c'est bien, ici on gagne beaucoup plus d'argent potentiellement, tout ça, mais dès qu'on commence à avoir des enfants, prendre la retraite ici, tout ça, ça va coûter beaucoup plus cher. Si on a la nationalité américaine et qu'on décide de rentrer en France, mais on la conserve la nationalité américaine, sauf si vous faites la démarche de l'abandonner. Si on choisit de la conserver parce qu'on veut pouvoir rentrer facilement ou quelque chose, ouais. Est-ce que par contre on est non-résident au niveau des taxes, ou est-ce qu'on devient résident? Non, dès qu'on a le passeport américain, vous êtes domicilié aux États-Unis point de vue fiscal le reste de votre vie. Mais si j'habite 1 an, toute l'année en France, et de la France, je répète, vous avez le passeport américain, où que vous vivez sur la planète ou dans l'univers, vous êtes résident domicilié aux États-Unis et toutes les déclarations sont à faire ici. Donc si je vis entier en France, le fisc français ne va rien me demander. Ah ben si vous habitez en France, vous avez des impôts en France. Là, ce thème ce soir, c'était plutôt les impôts ici. Le pays où vous allez habiter, vous êtes résident de n'importe quel pays, en général, vous avez des impôts dans le pays où vous habitez. Et comme vous avez cette carte verte ou ce passeport américain, en plus, il faut faire les déclarations ici et potentiellement payer des impôts ici. Si c'est supérieur à ce qu'on paye déjà en France. Voilà, donc il faut calculer combien on a payé en France. Donc ça va dépendre des pays aussi, parce qu'il n'y a pas des accords avec tous les pays dans le monde. Combien on a payé, est-ce qu'on a un crédit d'impôt par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut déduire? Il y a des montants minimums aussi. Si vous gagnez 20 000 $ en France de revenus,
il n'y a peut-être pas, vous êtes en dessous de la limite minimum, donc il n'y a pas forcément d'impôt à payer ici. Par contre, les déclarations des comptes en France, des comptes hors États-Unis, ça marche tout le temps dès que vous dépassez 10 000 $. Est-ce qu'il y a moyen de gagner de l'argent avec les impôts? Non. Alors, il y a deux choses qui sont sûres, on va tous mourir, on va tous payer des impôts. En gros, Tous les intérêts sur tous les comptes bancaires en France, CEL, PEL, livret A, les assurances vie, tout ça c'est à déclarer et c'est imposé. Après c'est les 10,99, c'est équivalent des donc l'idée c'est que tous les revenus, intérêts, dividendes, si vous êtes fiscalement J'étais juste ici... confus par le fait que vous disiez la déclaration est gratuite. La déclaration est gratuite mais il faut quand même déclarer sur la Ah ben si vous avez... Alors, il y a deux trucs. C'est si vous avez des comptes chèques qui rapportent rien, c'est facile à faire. Mais dès que vous avez des placements ou des intérêts, il faut en plus, rappelez-vous, vous êtes imposé sur les revenus, intérêts, dividendes dans le monde entier. Donc, vous allez payer en France et potentiellement payer ici. Est-ce que vous savez quelle est la fiscalité du 401K si on va passer sa retraite en France et qu'on n'est pas résident fiscal américain? Où ça? Aux États-Unis ou en France, la Non, fiscalité? je passe ma retraite en France. Mais la J'ai un fiscalité 401K. États-Unis? Fiscalité française. À mon avis, c'est des revenus. C'est-à-dire qu'ici, ça va être des revenus à déclarer, à mon avis. Mais comme ça va peut-être pas être... ça dépend de la valeur du 401K. Là, j'ai quelqu'un qui vient de me téléphoner. Il me dit, bon, je voudrais que tu gères mon 401K. Il a 12 millions. Donc, je sais pas comment il a fait pour avoir 12 millions le 401K. Il avait créé sa société. C'était l'un des meilleurs investisseurs mondiaux. Mais bon. Donc, lui, même s'il habite en France, il va payer... Il va, à partir de 70 ans et demi, il va être soumis au RMD, au Required Minimum Distribution. Donc, en gros, il va payer 3 ou 4% du 401K va devoir être sorti obligatoirement. Si vous oubliez, c'est 50% de pénalité, donc n'oubliez pas. IRA et 401K, 403B, vous êtes soumis à RMD 70 ans et demi. Et donc, vous avez ces revenus aux États-Unis. À mon avis, ça dépendra de la tranche d'imposition. Si c'est très faible, vous n'allez pas payer d'impôt ici. Mais si vous êtes domicilié fiscalement en France, l'idée de la France, c'est les mêmes un peu que ces îles-là. C'est vous êtes en France, vous devez déclarer vos comptes dans le monde entier, aussi en Suisse pour Paul, et vous devez déclarer vos revenus. Mais ces revenus sont peut-être imposés dans le pays où ils ont été faits, plus aussi dans le pays où vous avez votre domicile fiscal. Et s'il y a des conventions bilatérales, il y a peut-être des crédits d'impôt. Est-ce que vous savez comment marche la fiscalité en France du Roth 401K et du Roth IRA, parce qu'il n'y a pas de revenus ici? Donc, les IRA, pour déjà faire parler de ça, vous avez différents types d'IRA. Premier type d'IRA, il s'appelle IRA, Traditional IRA. Vous gagnez vous gagnez 30 000 $ par exemple par an. Vous mettez vos 5 500 $ dans l'IRA. Et ça s'appelle un Deductible IRA Contribution. Les 5 500, vous les supprimez, vous les retirez de votre revenu, donc vous ne payez pas d'impôt sur ces 5 500. C'est bien, vous avez mis les 5 500 dans l'IRA, ça grandit, pas d'impôt, et le jour de la sortie, il y aura des impôts. Ça sera du revenu. Deuxième type d'IRA. Sur les intérêts, sur les profits, pas les 5 500 que tu as mis dedans. Non, si, parce que tu les as déduits de ton revenu aujourd'hui. Ah oui. Donc ça, c'est un Deductible IRA Contribution. Bon, maintenant... Vous êtes au-dessus, vous gagnez 100 000 $. Vous ne pouvez pas faire de Deductible IRA Contribution, mais vous pouvez faire un Non-Deductible IRA Contribution. Donc ça, c'est le deuxième type. Vous ouvrez le même IRA, vous mettez vos 5 500 ou 6 500, vous le dites au comptable surtout, parce qu'il faut qu'il remplisse une déclaration 8606 pour dire que c'est un Non-Deductible IRA Contribution, il faut bien le dire au gouvernement chaque année que vous avez mis ces 5 500, mais que c'était du non-deductible. Pourquoi c'est important de remplir cette feuille? C'est parce que dans 20 ans ou dans 30 ans, quand vous retirez l'argent, vous ne voulez pas être imposé sur le revenu sur ça. Et donc, pour démontrer que c'était non-deductible, il fallait faire cette 8606. Donc ça, c'est le deuxième type de Traditional IRA, il n'y a pas d'imposition à la sortie. Troisième type de IRA, c'est le Roth IRA, que vous avez mentionné. Le Roth IRA, vous gagnez 50, 100 000, 150 000. Vous pouvez mettre de l'argent dans le Roth IRA, mais vous gagnez plus de 150 ou 200 000, marié ou pas marié, vous avez des limites. Vous ne pouvez pas faire le Roth IRA. Admettons que vous gagnez 100 000, vous voulez faire un Roth IRA. Pourquoi vous voulez faire un Roth IRA? Vous mettez vos 5 500, il n'y a pas d'avantage fiscal aujourd'hui, ce n'est pas déduit du revenu. Mais pourquoi c'est bien le Roth IRA? C'est parce que l'argent il grandit sans payer d'impôts, tout comme les IRA.
Mais surtout, au bout de quelques années, vous pouvez sortir vos contributions. Les 5 500, ils ont fait des petits, c'est 7 000, mais les 5 500, vous pouvez les retirer un jour. Donc c'est pratique, si dans 5-10 ans, vous voulez retirer de l'argent, c'est un avantage du Roth IRA. Deuxième avantage, c'est que le Roth IRA n'est pas soumis au RMD. À 70 ans, vous pouvez laisser l'argent, il continue à grandir. Donc ça, c'est le Roth IRA. Donc encore, ça dépend de vos revenus. Et le troisième avantage, c'est que même les gains ne sont pas taxés. Et le Roth IRA, vu que vous avez payé des impôts aujourd'hui, vous n'avez pas déduit votre revenu, en effet, à la sortie, vous n'avez pas il n'y a pas d'impôt sur le revenu, c'était de l'argent après impôt. Il y a des impôts sur les intérêts qui ont été gagnés? Non. Et non, ça c'est l'avantage des comptes défiscalisés, l'argent grand. Même après, quand on retire, non. Et quand on retire, c'est un Roth, donc il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Et il n'y a pas de pénalité puisqu'on va attendre la retraite pour le sortir. Il faut quand même attendre d'avoir 50 millions de revenus. Voilà, pareil pour le 401K. Mais si on y retire quand on est domicile fiscal en France, est-ce que le fisc va nous demander? Donc maintenant, on revient à la question parce que je voulais expliquer les différents types d'IRA. Donc la question c'était sur le Roth IRA, l'imposition, comment ça se passe. Vous rentrez en France, si vous êtes citoyen américain carte verte, de toute façon, le Roth IRA ici, il y a 0 impôt. Et en France, je pense qu'il doit y avoir 0, c'est de l'argent que vous avez déjà payé des impôts dessus. Et donc il a grandi, vous ressortez, c'est pas du revenu. C'est pas comme si vous touchiez une retraite. Mais le 401K par exemple. Et le 401K, donc ici, vous allez payer potentiellement de l'impôt sur le revenu. En France, comment il est imposé? Je ne sais pas si je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on fait le calcul des deux, le fisc et l'IRS, après on fait la... Rappelez-vous qu'à un moment, de toute façon, que ce soit en France ou ici, il y aura des impôts sur le revenu sur ça. C'était de l'argent qui vous avez défiscalisé. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous rentrez, vous abandonnez la citoyenneté, mais vous gardez votre 401K, je ne sais pas... Je ne sais pas s'il considérera comme une retraite, et donc vous avez un revenu aux États-Unis. Ça serait logique parce que vous n'avez jamais payé d'impôt sur ce 401K. Donc l'idée de base, mais la question c'était un Roth 401K. Donc c'est de l'argent où on a mis dans un 401K où on n'a pas eu l'avantage fiscal à l'entrée. Donc normalement à la sortie, moi je dirais la logique, ça serait non, ça ne va pas être imposé. Le fisc français, ils ne connaissent pas. Le concept, c'est soit vous avez un compte en banque, dans ce cas-là c'est votre argent, soit vous avez une retraite et dans ce cas-là vous avez payé des taxes aux États-Unis. Mais maintenant c'est une retraite où on ne paye pas d'impôts. La notion de PIFIC où on va payer des impôts sur les plus-values latentes en France, ici, je ne pense pas que la France a la même chose pour les comptes aux États-Unis. Pour moi, quand ça, on va faire des opérations dans le 401K, c'est un compte défiscalisé ici, je ne suis pas sûr qu'il va falloir déclarer toutes ces transactions en France dans ce compte qui est défiscalisé ici. On va aller voir des experts parce que je crois que là c'est. Là ça commence, ouais. Il y a des choses si bizarres qui se passent, par exemple, que les gens demandaient des. J'ai entendu une histoire des gens qui demandaient qu'on appelle ça, des bourses pour aller dans les écoles françaises. Je sais qu'au début, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore le cas, peut-être que Barbara connaît mieux, mais la France considérait ça comme étant de la wealth. Voilà, donc ça. On ne considérait pas ça comme étant de la retraite, mais considérait ça comme de l'argent que vous avez sur des comptes. Donc utilisez votre 401K pour justifier de vous donner ou pas une bourse pour les enfants à l'école. Ce qui était quand même hallucinant. Donc, non, mais ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, moi, ça fait 11 ans. Donc, on est président du FE, on participe à ces commissions locales des bourses scolaires. Il y a 2 réunions par an où on a les parents français, s'ils n'êtes pas au courant, le gouvernement français a de l'argent pour mettre les enfants dans des écoles françaises aux États-Unis. Donc, il faut être homologué. Dans le Midwest, on a le lycée français à Chicago, Minneapolis, Détroit, une autre école à Chicago. Et donc, on reçoit tous ces dossiers. Donc, l'idée des bourses scolaires, c'est on regarde vos revenus, on enlève vos dépenses du mortgage ou du loyer, on fait des petits ajustements, on regarde le nombre d'enfants et en gros, si on s'aperçoit que vous avez que 3 000 $ à la fin pour les dépenses scolaires de votre enfant et que le lycée il vaut 20 000, ben, on va vous donner les 17 000 de complément. Donc, il y a des bourses scolaires, il faut faire les demandes directement auprès de votre consulat, donc ça doit être San Francisco, peut-être ici. Par contre, quel que soit votre revenu, si vous avez des capitaux, il y a des éléments qui vont vous annuler le dossier. Et donc, quelqu'un qui va avoir 200 000 $ de 401K, eh bien, on ne va pas accepter son dossier. On se dit, il a assez d'argent dans le 401K pour pouvoir payer les études des enfants. Donc, ce n'est pas forcément sympa pour le gars qui a un 401K par rapport à l'autre qui a un fonds de pension dans son entreprise où on lui promet 10 000 $ par mois à la retraite. Lui, il n'a pas de 401K, mais il va avoir 10 000 $ par mois à la retraite, ce qui est
très important. Alors lui, on va lui donner une bourse, mais le gars qui a le 401K mais pas de retraite, il va pas potentiellement avoir la bourse. Donc c'est pareil, si vous avez de l'immobilier en France ou ici, ben, si vous avez un certain seuil, ben, vous avez une maison, vous avez 300 000 $ d'immobilier, ben, on ne va pas forcément vous donner une bourse. On va se dire que... Une question en ligne qui demande comment se calcule l'exit tax. Donc ça, vous allez voir votre comptable qui sait faire, mais l'idée générale, c'est on va regarder votre patrimoine mondial le premier jour où vous êtes arrivé aux États-Unis, quand vous étiez étudiant, sans rien. Et on va regarder le jour où vous partez, votre patrimoine mondial, et on va se dire, ah ben tiens, il y a tout ça de unrealized gains, on n'a jamais pénalisé tout ça, et donc on va vous prendre peut-être 20% de cette plus-value latente. Et c'est la même idée en France, où vous avez vos 2 millions en France, vous aviez investi 20 000, vous avez 2 millions, vous décidez, maintenant je suis riche, je pars à la conquête des États-Unis, ces 2 millions n'ont jamais été imposés en France. Donc qu'est-ce qu'on fait depuis quelques années en France? Parce que nous, on ne paye plus d'impôts en France sur les plus-values. Quand vous achetez et vendez, il n'y a pas d'impôt pour nous. Donc c'est un peu trop facile. Vous partez 6 mois, vous faites toutes les ventes et vous revenez en France. C'est pour ça que Sarkozy avait créé ça. Pour les gens qui allaient s'installer en Belgique ou en Suisse pendant 6 mois, 1 an, ils vendaient leurs entreprises, ils payaient 0 en France, ils revenaient. Mais l'idée de l'exit tax, c'est ben vous avez vos 20 000 $ qui sont devenus 2 millions, vous partez aux États-Unis, ben on va vous imposer sur cette plus-value-là avant de partir. Et donc c'est pareil, il y a cette exit tax. Ouais. Ça se calcule seulement à partir d'un certain seuil. Oui, dans les 900 000 € sur un compte titre. Et aux États-Unis, si on garde sa carte verte et qu'on revient en France, est-ce que c'est une sortie ou pas alors? Donc vous avez le droit de sortir avec votre carte verte. Non mais à 6 ans, on passe les donc l'idée de la carte verte, c'est donc ça c'est des questions plutôt immigration aussi. Si vous voulez vivre à long terme aux États-Unis, si vous partez en France pendant 3 ans, vous revenez aux États-Unis, on va vous dire mais écoutez, ça fait 3 ans que vous êtes parti. Pour l'immigration, mais en termes de taxes en fait, est-ce qu'on doit payer une exit tax si on quitte les États-Unis? Ce qui est conseillé de temps en temps, c'est, bon, déjà, pour finir l'idée de l'immigration, c'est vous revenez tous les 6 mois pour la garder, peut-être votre carte verte, mais quand vous revenez une fois par an ou une fois tous les 6 mois, au bout de quelques années, ils s'en aperçoivent, et donc on peut très bien vous dire, écoutez, ça fait 5 ans que vous faites votre aller-retour chaque année, maintenant c'est la dernière fois, et donc vous allez perdre votre carte verte. Donc déjà au niveau immigration, vous n'allez pas forcément la garder, mais l'idée au niveau fiscal, c'est, si vous ne voulez pas revenir aux États-Unis, vous ne voulez plus payer d'impôts sur tout ça, il faut la rendre physiquement à l'ambassade à Paris, comme ça vous signez les papiers et donc vous n'avez plus de problème avec les impôts. Mais pensez à la rendre physiquement. Comment? Ce que j'avais lu, c'est si on garde 6 ans la carte verte, je sais pas si c'est 6 ans. Alors ça, c'est autre chose. Alors on revient sur l'exit tax. Donc l'exit tax, vous avez votre carte verte aujourd'hui, vous avez votre citoyenneté, mais pour la carte verte, vous attendez, c'est 8 ans la durée. Ou au bout de 8 ans de carte verte, si vous voulez l'abandonner, vous êtes soumis à l'exit tax. Sachant qu'un jour dans l'année, c'est une année entière. Donc quand vous arrivez le 29 décembre, c'est déjà une année écoulée sur les 8 ans. Vous partez le 2 janvier, c'est l'année entière aussi. Donc pensez que c'est plus proche de 6 ans que de 8 ans pour certains cas. C'est le jour où on arrive ou c'est le jour où on obtient la carte verte? Alors l'exit tax, je pense qu'elle est calculée sur le premier jour où on est arrivé, pas le jour de la carte verte, mais les 8 ans, je pense que ça commence le jour d'obtention de la carte verte. Mais c'est automatique. Comment il s'aperçoit? Si on rentre en France et qu'on ne soumet aucun formulaire, qu'on a abandonné sa carte verte, donc... vous l'avez abandonné, vous l'avez rendu physiquement à l'ambassade ou... Non, mais si on peut rentrer en France avec son passeport, donc après on garde sa carte verte qui a expiré de toute façon, comment vont-ils s'apercevoir qu'on a abandonné son statut de résident fiscal aux États-Unis? Mais déjà, quand vous êtes sorti, ils doivent être au courant quand même. Oui, parce qu'on a on soumet une déclaration en France quand on fait... Mais de toute façon, quand vous avez carte verte la première année, deuxième, troisième année, vous êtes censé continuer à déclarer. Donc après, si vous ne voulez pas remplir vos obligations fiscales ici, un jour on peut vous tomber dessus. Donc si vous voulez pas, tant que vous avez la carte verte, vous avez des obligations fiscales ici. Cette exit tax, c'est juste pour les gens qui ont la carte verte ou aussi ceux qui ont la citoyenneté. Tous les gens qui veulent abandonner la citoyenneté ou abandonner la carte verte après 8 ans sont soumis à l'exit tax, sachant qu'il y a des minimums aussi de patrimoine mondiaux, il y a des minimums aussi par rapport à des impôts. Donc même si vous n'avez pas d'argent mais que vous payez beaucoup d'impôts, vous pouvez être soumis à ça. Mais après, vous êtes libre. Vous n'avez plus de passeport, vous n'avez plus à faire toutes ces déclarations. Mais faites attention quand vous faites ça. Il y a un abruti qui a abandonné sa carte sur la citoyenneté, il était dans une île, il payait 0 d'impôts dans cette île-là.
il voulait plus payer d'impôts aux États-Unis, il abandonne son passeport, il fait la procédure, mais il n'avait pas d'autre passeport après, donc il s'est retrouvé bloqué sur l'île. Donc quand vous en donnez une citoyenneté, faites attention, peut-être que c'est bien d'en avoir une deuxième. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent la citoyenneté française aussi, c'est assez rare. On a eu un cas il y a quelques années à Chicago. Vous pouvez revenir sur le formulaire dit 8606, c'est pour l'IRA que quand on a... non, le 8606, quand on... Ah, pour l'IRA, alors, quand vous faites... Donc, il y a différents seuils. Hein, donc, quand vous gagnez $30 000, en gros, vous pouvez faire un deductible IRA contribution, donc vous retirez les 5 500 de votre revenu. Donc, c'est bien, vous ne payez pas d'impôt sur ces 5 500. Vous gagnez un peu plus d'argent, vous n'avez pas le droit de faire cette déclaration, de les déduire, mais vous avez le droit quand même de faire un non-deductible IRA contribution. Donc, c'est faux. Les gens qui gagnent 1 million, ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire d'IRA. Non, c'est faux. Tout le monde peut faire un non-deductible IRA contribution. Par contre, quand vous mettez ces 5 500 sur ce compte, il faut faire cette déclaration 8606 pour dire au gouvernement « J'ai mis 5 500 dans ce IRA cette année et je n'ai pas déduit ces 5 500 de mon revenu. » C'est une non-deductible contribution. Et pourquoi c'est important de le dire? Parce qu'ils vont le garder en tête et dans 30 ans, quand vous retirez l'argent de l'IRA, ils ne vont pas vous imposer dessus. Si vous ne faites pas ça, ils vont vous dire, écoutez, ça c'est des revenus. Donc juste sur les 5 500, ils ne seront pas imposés à la sortie, quoi. Mais les gains seront imposés. Oui, mais il y a une petite manipulation que vous pouvez faire pour convertir votre IRA en Roth pour que même les gains ne soient pas taxés. Donc ça c'est une autre chose, donc ça s'appelle un Roth conversion. Mais comment ça... Alors le Roth conversion, donc vous n'aimez pas l'IRA parce que vous ne voulez pas payer des impôts à la retraite dessus. Ou vous ne voulez pas avoir ce RMD, vous ne voulez pas avoir à sortir de l'argent à 70 ans parce que vous, cette IRA, c'est de l'argent que vous allez avoir besoin à 90 ans. Vous voulez qu'il grandisse sans impôt jusqu'à 90 ans. Donc peut-être que dans ce cas-là, vous allez lui dire, moi je veux un Roth IRA. Donc le Roth IRA, il y a des limites. Donc en gros, si vous gagnez plus de $200 000, même si vous êtes marié, vous ne pouvez pas mettre dans le Roth IRA. Mais vous aimez beaucoup le Roth IRA. Depuis 5-6 ans, le Congrès a créé un tax loophole, il y a un problème dans la loi où maintenant tout le monde, quels que soient les revenus, ils peuvent convertir l'IRA dans un Roth IRA. Et donc il faut faire attention parce que si vous aviez économisé dans l'IRA et que vous faites ce transfert dans le Roth, vous n'allez pas être imposé dans le futur. Ce transfert déjà il peut générer des impôts. Donc c'est peut-être vous allez faire un chèque aujourd'hui, mais au moins vous n'avez plus à faire de chèque dans le futur. Et donc ces Roth IRA sont possibles, quels que soient vos revenus. Un jour, ça sera peut-être, le Congrès va peut-être fermer ce loophole. Ce loophole, il existe aussi pour les conversions entre 401k et Roth 401k ou juste pour les IRA? Oui, il existe. Donc pour les Microsofties, si vous faites de l'after-tax sur vos trucs dans votre 401k, jusqu'à 15 000 ou 20 000, je ne sais plus, vous pouvez demander une conversion et donc ça va devenir un équivalent Roth 401k. Et donc c'est tellement demandé que finalement Fidelity a carrément changé la forme. Quand tu vas sur Net Benefits, tu check une box, il y a marqué Convert Automatically. Et tous les quarters, ils vont prendre ce que tu as mis, after tax et hop, ils vont convertir en Roth 401k. Et donc tu paieras pas d'impôt à la sortie, tu paieras simplement des impôts sur les bénéfices que tu as fait entre le moment où tu as mis l'argent en 401k et les 3 mois plus tard que ça t'est converti. Ce qui est limité par rapport à ce que ça va grossir après sur 30 ans ou 20 ans. Okay. Donc ces histoires de Roth ou pas Roth, c'est quand c'est que vous voulez payer de vos impôts, c'est des paris sur quel va être votre tax bracket et le tax rate à la retraite comparé à aujourd'hui. Et donc il y a des gens qui vont dire je vais faire les deux parce que je ne sais pas trop et donc pour tax diversify, on va faire un Roth et un pas un Roth comme ça. Bon, les tax rates, ils ont baissé un petit peu, peut-être que dans 50 ans ils seront plus élevés. Mais même si les tax rates sont plus élevés, votre tax bracket il sera peut-être plus faible parce que vous n'avez pas gagné autant d'argent à la retraite qu'aujourd'hui. Donc bon, c'est des paris sur ça. Après, le pari, c'est si jamais on a des revenus à la retraite et plus élevés, de toute façon, ça veut dire qu'on a bien réussi dans la vie, donc on s'en fout de... Les 401k, c'est plus sûr. Vous pouvez aussi faire des donations chaque année à l'UFE Seattle, que ça marche bien aussi.
Encore, c'est le 86 06, j'appelle ce fonds. Ouais. Donc ça, vous le dites à votre comptable ou quand vous faites en ligne, mais bon. Sur Botax, il connaissent. Je suppose que c'est pas une forme complexe. Si une demande sur Botax se demande est-ce que vous avez fait une donation à l'IRA, vous avez mis de l'argent dans votre IRA, etc. Ouais. Sur l'immobilier qui est en France, pour une première déclaration, là, on déclare les revenus locatifs qu'on a touchés. Donc vous payez des impôts en France et ensuite vous déclarez aussi vos revenus ici. On paye 2 fois. Donc ça va dépendre, parce que la dépréciation n'est pas forcément la même aussi. Et après ça dépend, l'impôt qui est vraiment payé 2 fois, c'est la CSG-CRDS. C'est complètement pas normal qu'on ait assujetti à ça, mais malgré la condamnation de la Cour de justice européenne contre la France s'en sort et commence à mettre ça sous un fonds de solidarité vieillesse. Bon, il y a pas mal de trucs depuis 2 ans qui se passent, mais en gros, la dernière nouvelle récente, c'était on est soumis à la CSG-CRDS malgré qu'on vive hors Union européenne. Et donc, on paye ces 15,5% d'impôts, sachant qu'on n'a pas de ces avantages sociaux en France. Donc déjà, sur l'idée, je suis contre. Et en plus, les États-Unis ne reconnaissent pas ça comme un impôt. Si vous allez sur mon Twitter ou sur mon site web, sur la homepage, l'un de ces derniers tweets, il y a un truc sur Bercy sur ce point-là. D'accord. Et si on vend quelque chose en France, on déclare... Donc en France, vous avez impôt sur la plus-value. Oui, c'est clair. Vous avez CSG-CRDS aussi. Vous avez, ça dépend, il y a des règles à 22 ans, des règles à 30 ans pour éviter cette imposition. Aussi des règles de résidence principale. J'ai déjà rencontré un Français aux États-Unis qui est là depuis très longtemps, qui a dit à l'État français qu'il habitait en France, en fait. Et donc, c'était sa résidence principale, et comme ça, quand il a vendu, il y avait beaucoup moins d'impôts. Ouais. Donc, faites attention si vous amusez à faire des choses comme ça, parce qu'on va vérifier votre facture d'eau, d'électricité, pour bien vérifier que c'est votre résidence principale en France. Mais la somme qui est perçue par la vente, ce qu'on déclare, c'est la plus-value, ouais. Pas la somme totale, c'est pas perçu comme un revenu qu'on a touché pour les États-Unis. C'est sur la plus-value, en effet, donc ça va être en dollars. Vous l'avez vendu à 100 000 $. Aujourd'hui, vous l'avez, le coût d'acquisition, si vous l'aviez acheté à 50 000, et bien le delta, c'est les 50 000 qui vont être imposés ici. Maintenant, si en France, peut-être que vous payez 0 parce que, peu importe votre exemple. Si on fait moins-value, par exemple, elle est perçue comme une moins-value ici aussi. Donc on ne paiera pas. Il faut les calculer en dollars. Tout ce qui est intérêt, charges, tout ça, il ne faut pas oublier de convertir en dollars ici. Mais donc vous pouvez perdre en euros, mais si en dollars vous gagnez, je pense qu'ici, vous avez gagné de l'argent en dollars. Ouais. Donc gardez chaque fois que vous achetez des choses en France ou que vous vendez, gardez bien la date, le cours du dollar, la valeur à ce moment-là, la valeur si possible quand vous l'avez acheté. Quand vous faites les procédures de régularisation, il va peut-être falloir revenir 6 ans, 8 ans en arrière quand même. Et donc revenir sur toutes vos transactions pendant 6 ou 8 ans, sur chacune des 6 caves, regardez le cours du dollar ce jour-là et calculer la valeur chaque année de vos plus-values latentes pour pouvoir rajouter les 10 € que vous n'avez pas payé d'imposition ici. Il va falloir rajouter sur votre déclaration fiscale ici il y a 2 ans et payer 5 000 $ le comptable pour ajouter les 10 $ d'impôts que vous n'avez pas payés. C'est des trucs de la folie hein, quand on commence à regarder en détail. Une question sur la double imposition, justement, mais là sur l'héritage. Donc, un héritage en France, on paye les droits, l'héritage en France. Donc, vous avez des seuils en France, voilà. Vous avez des seuils pour les donations et les successions. Donc, par exemple, vos parents peuvent donner, aujourd'hui, on doit être dans les 100 000 € tous les 15 ans, peut-être, donation enfants par an. Et donc, est-ce qu'il y a aussi cette double imposition du coup, et si on a été imposé en France sur un héritage, est-ce que ça peut être déduit? Ici, on peut recevoir 1 milliard, 0. Non, mais est-ce que, disons, imaginons on paye 100 000 € de droits de succession en France sur un héritage. Est-ce que ça peut être, ça veut dire qu'on a... Ici, il n'y a pas d'impôt. Vous héritez de 1 milliard en France. Oui, mais est-ce qu'on peut le déduire? C'est ça ma question. Parce que, déduire de quoi? Il faut que ça ampute. Là, il n'y a pas d'impôt, il y a 0 impôt ici. Donc oui, vous pouvez amputer les 100 000 que vous avez payés en France et donc ça restera 0. Le gouvernement américain ne va pas vous donner un chèque parce que vous avez payé. Oui, d'accord. Mais ça va être seulement. Mais si on devait payer des impôts sur la succession ici, on pourrait déduire les impôts qu'on a déjà payés sur la succession en France. Si c'est une somme plus importante, on va dire 1 million. Donc si vous avez payé 1 million en France ouais. Et qu'ici. On doit payer, imaginons c'est un héritage de 10 millions en France.
Donc on va payer les droits de succession en France. Ouais. Et il y a une certaine somme qui doit être payée aussi en tant que succession ici, ou vu que c'est un héritage zéro? Ici, c'est bon. Ici, vous pouvez toucher 1 milliard. La seule chose à faire, c'est la 35-20, déclarer « j'ai reçu 1 milliard ». Et si vous le faites, vous avez 0 à payer. Si vous oubliez, il y a 500 millions à payer par contre. Mais aux États-Unis, alors à quel moment les gens payent des droits de succession? C'est quand on est américain et quand on touche. Donc si moi je vous donne 1 million, 5 millions, 10 millions aujourd'hui, il y a 0 à payer. Ouais. Dès qu'on dépasse les 11 millions quelque chose, là on commence à payer des droits de donation ou succession qui sont dans les 40%. D'accord, donc il y a quand même un droit. C'est parce que. Et quand est-ce que ça s'applique? C'est parce que c'est un héritage qui est fait aux États-Unis? Parce que vous avez reçu de l'argent. Non, ici je peux vous donner. Vous n'allez pas être imposé sur l'argent que vous allez recevoir. Si vous êtes inquiété sur les frais ici, ma compréhension c'est que l'argent qui est payé, que vous allez recevoir en France ne va pas être imposable ici, mais par contre si c'est au-dessus de 100 000, il faut faire la 35-20. D'accord, mais si c'était un héritage, si je suis américain et que je reçois un héritage aux États-Unis, là il y a quand même le plafond. Là, voilà, donc là c'est les 11 millions au niveau fédéral, et après ça dépendant de là où vous habitez, donc ici c'est peut-être 2 millions au niveau État. État. Zéro parce que c'était à l'étranger en fait. Il n'y a pas de droit de succession parce que l'héritage est... Ouais, je vois. Est-ce que si on touche 20 millions en France, est-ce qu'on va être imposé ici sur ça? Je ne crois pas. Et puis dans tous les cas, même s'il y avait une imposition, il y aura tellement d'impôts en France qu'il y a cette histoire de crédit d'impôt. Bon, on a établi que j'étais américaine, à vie. Non, tant que vous voulez la garder. Hein. Mais mon héritière, c'est ma sœur, qui est en France, qui est française. Donc, est-ce qu'elle sera soumise à 40%? Donc, vous avez des abattements plus faibles entre frères et sœurs en France. Donc, il y a des, en fonction du degré, les parents, les enfants, sœurs, oncles, etc., il y a différents seuils d'exemption. Mais oui, la règle générale, c'est qu'en France, quand on touche de... Ah ouais. Et donc, en fonction du montant, donc les premiers montants, c'est 0. Après, ça passe, je ne sais pas, peut-être que si vous avez 300 000 $, c'est peut-être 20% l'imposition moyenne. Mais la tranche supérieure, elle est haute. Ouais. Est-ce qu'il y a des produits en Europe, des produits financiers qui sont équivalents à des 401k si on voudrait faire un rollover d'un 401k à un autre 401k? Mais non. Ça, je pense pas. Non, le 401k, il faut le laisser là. La seule chose que vous pouvez faire avec le 401k ici, c'est potentiellement le mettre dans un autre 401k d'une autre entreprise américaine, s'ils vous autorisent, ou bien le rollover dans le IRA. Donc ça, les conseillers financiers, ils aiment bien recommander ça parce qu'ils ne peuvent pas vous facturer et vous voler de l'argent sur votre 401k. Ils vous disent, mettez-le dans un IRA, c'est beaucoup mieux et vous allez avoir accès à 10 000 fonds et je vais vous trouver les meilleurs fonds. Et donc souvent, on voit le rollover 401k vers IRA. Et en fait, c'est de l'arnaque parce que dans le 401k, il y a des meilleurs fonds qui sont moins chers parce que c'est un fonds d'entreprise. Vous avez accès à des fonds stable value qui vous garantissent peut-être du 2% et vous n'avez pas ça dans l'IRA. Si un jour vous avez besoin de creditor protection, vous faites faillite, des choses comme ça. Il y a plein d'avantages, mais en gros, l'IRS nous donne le droit de faire un rollover. Tant qu'on trouve un cabinet qui est prêt à créer un 401k et à recevoir des fonds, on peut faire un rollover. Ça passe par un compte chèque, ensuite on le remonte sur votre 401k. Ouais. Il n'y a pas en Europe quelqu'un qui fait des 401k. Dans ce cas-là, on pourrait faire un rollover vers un compte 401k en Europe. Je crois qu'il y a un équivalent peut-être au Royaume-Uni ou en Irlande, ils ont peut-être un équivalent, mais je ne pense pas que ce soit reconnu. Non, ça c'est une section du code fiscal ici qui fait 80 000 pages peut-être, qui dit voilà, ça c'est un compte la section 401k. Donc c'est la loi américaine. Il n'y a pas la... Non, donc je ne pense pas qu'il y a des transferts possibles dans d'autres pays, dans d'autres produits similaires. Mais en même temps, c'est bien. Hein. Moi, j'ai des clients en Europe qui n'ont rien à voir avec les États-Unis, mais je leur dis investissez ici. C'est beaucoup moins cher d'investir ici. Il y a des fonds, des trackers, tout ça. Ça peut être 10 fois moins cher qu'en France ou en Europe. Et en plus, il n'y a pas forcément la même imposition et tout. Donc non, investir ici, il y a plus de choix, c'est moins cher. Je suis au courant. Ouais. Quand on a un compte en France, un compte bancaire en France, et qu'on transfère de l'argent de ce compte bancaire vers un compte de checking ici ou CMI, il faut le déclarer, il y a quelque chose à faire ou... Donc dès que ça dépasse 10 000, il y a entre banques, je pense qu'il y a quelque chose qui part au gouvernement. Il y a eu un transfert de plus de 10 000. Mais si vous le faites de votre nom à votre nom, ça passe. Hein, vous avez le droit, c'est de compte à compte avec le même nom. Mais si ça vient d'une autre personne, c'est là où il y a peut-être donation. C'est là où il y a... Ça vient d'une autre personne par exemple.
Ben, c'est pas pareil, ouais. Mais, Donc là, il faudra peut-être faire la 35-20, c'est qu'il faut en parler un comptable, mais c'est peut-être plus simple de transférer l'argent sur votre compte en France et de France à vous, à US à vous, quoi. Comme ça, il n'y a pas ces problèmes de changement de nom. si ce transfert est un héritage, Donc héritage en France, ben, il y a des droits de succession en France. Oui, enfin, ça dépend si c'est une somme énorme, mais si c'est pas une somme. Ici, c'est... Donc, si on transfère cet argent ici, il faut quand même le déclarer comme par un revenu que vous avez fait en France, mais un héritage. Il faut faire 35-20 si c'est au-delà de 100 000 $. Et ça, vous voyez vraiment, bon, moi, c'est les règles générales. En gros, je vous donne des petits trucs comme ça. Vous allez voir votre comptable qui connaît votre situation. Qu'est-ce que c'est en France ici Est-ce qu'on peut recevoir une donation de plus de 100 000 $ d'un de ses enfants non imposable en France? Donc, parent-enfant, c'est 100 000 € tous les 15 ans qu'on peut faire. Mais enfant par an. Enfant par an, on a jamais posé la question. C'est Paul. Paul a des enfants très riches en Suisse et il commence à nous embrouiller avec tout ça. Il y a des limites, donc je ne sais pas quelle est la limite enfant par an, mais c'est une donation, donc c'est soumis au droit de donation à titre gratuit ou je ne sais pas. 35 ans. Donc je ne sais pas quel est le montant sur ça. Mais si c'était aux États-Unis, donc bon, les règles aux États-Unis, si Paul a des enfants riches aux États-Unis qui vont lui donner de l'argent, les enfants peuvent donner aujourd'hui, ou même n'importe qui dans la salle, peuvent donner à Paul aujourd'hui. On est dans les 15 000 $ aujourd'hui, chaque année, à qui vous voulez. Donc chacun d'entre vous peut donner 15 000. Chaque année, aucune imposition, parfait. Mais si vous êtes très généreux, vous pouvez donner 1 million. Mais comme c'est 1 million, c'est au-dessus des 15 000 et donc vous commencez à manger votre capital de 11 millions. Vous savez que vous avez le droit à 11 millions. En fait, dans la vie entière, vous avez 11 millions, mais en plus de ça, vous avez aussi 15 000 par an par personne. Ouais. Au niveau de l'héritage, est-ce qu'il y a une différence entre si c'est du cash ou si c'est de l'immobilier? Parce que vous avez parlé de... Si imaginons, j'ai mes grands-parents qui ont une maison. Oui, il y a des droits, même entre compte titre et compte d'assurance vie, il y a des sections de la loi française qui va imposer ça de façon différente. Donc, oui, l'imposition ne va pas être la même. Oui, en fonction. Moi, aux États-Unis, au niveau de l'IRS, si je reçois du cash et si je reçois une maison, est-ce qu'il y a une différence? De toute façon, si c'est plus de 100 000, à mon avis, c'est à déclarer. Et la maison, ça va être... Je ne sais pas. Parce qu'il est 8h moins 10 quand même. Je ne sais pas si toutes les questions intéressent tout le monde. Je propose qu'on s'arrête là de manière générique. Si Patrick a un peu de temps, il peut rester répondre aux questions un peu ponctuelles, de Paul ou de Pierre et de Jacques et des autres. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à chez nous. Merci Olivier. Merci.